96.3 FM For You Radio, vous comprendrez peut-être le temps de l'entame de cette émission parce que nous la commençons avec cette mauvaise nouvelle, eh bien ce décès de Anissé Ekane, le président du Manidem, qui a été emporté justement par la maladie très tôt ce matin. Il est décédé des suites de maladie selon des sources. Nous n'avons pas encore plus d'amples informations. Mais voilà, c'est un homme politique camerounais. Nous l'avons certainement tous connu et surtout à travers cette dernière présidentielle. Un homme engagé selon ses convictions. On peut être d'accord ou pas. Il a quand même marqué son temps, Anissé Ekane, qui n'est plus. Tout à l'heure, on reviendra là-dessus. On aura l'occasion de prendre l'avis de certains hommes politiques, on va le dire comme ça, qui vont lui rendre hommage. Ce sera simplement un hommage à lui rendre. On ne rentrera pas dans les polémiques. C'est pas ce qui nous intéresse ce matin. Il s'agira simplement de rendre hommage à l'homme Anissé Ekane. Mesdames et messieurs, vous suivez, vous regardez, parce qu'on sait également que vous nous regardez à travers nos différentes plateformes Facebook, YouTube. C'est le grand talk de For You Radio, la 96.3 FM. Merci d'être avec nous. On parlera ce matin, si le temps nous le permet, on ira parler de la FECAFOOT. Je ne sais pas si ce sera possible parce que nous avions deux sujets au menu avant que cette mauvaise nouvelle ne nous parvienne. D'abord, cette réélection de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, mais aussi ce sommet qui se déroule actuellement, qui prend fin d'ailleurs ce 1er décembre 2025 du côté de l'Algérie. L'Algérie qui a convoqué les États ou ses pairs africains afin de réclamer la réparation. On parle d'un procès du néocolonialisme qui se déroule du côté de l'Algérie. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous ce matin. Alors, ils sont avec moi comme tous les matins sur ce plateau. Fonmoira, bonjour. Bonjour à Siken Dombé, bonjour également à tous les auditeurs ou téléauditeurs de For You Media Africa. Faronan Thérésis, bien en place, bonjour. Bonjour Siken Dombé. Alors, Nguéné également est avec nous pour, vous le savez, la présentation des thématiques de tout à l'heure dans le cadre du point sur l'actualité. Bonjour. Bonjour à vous Siken Dombé, bonjour à tous nos auditeurs. Surtout très bon début de semaine et très bon début du mois de décembre 2025. Eh bien, nous sommes effectivement le 1er décembre 2025. C'est le dernier mois de l'année 2025. Alors, Nguéné, de quoi est-ce qu'on va discuter ou parler ce soir dans le point sur l'actualité? Nous reviendrons en soirée sur l'actualité du côté de Madagascar, oui. Car depuis le renversement de l'ancien président André Rajoelina, il faut dire les militaires également sont aujourd'hui au pouvoir oui. Et on voit justement le jeu des alliances qui se dessine de façon progressive. Le week-end dernier, le nouveau président de la transition malgache, le colonel Michael Randrainira, s'est donc entretenu au téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron qui s'est dit disposé à accompagner la transition malgache. À côté de cela, nous voyons également un rapprochement qui se fait de plus en plus ressentir avec la Fédération de Russie. Donc, les deux chefs d'État, qu'ils soient français ou encore russes, se disent donc prêts à accompagner la transition malgache. Alors, un accompagnement de quelle nature? Le président français, lui, est revenu beaucoup plus en détail sur ce qu'il pourrait effectivement apporter à cette transition malgache. Il annonce plusieurs mesures immédiates, le déploiement de nouveaux financements pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le Grand Sud, la mise à disposition des médecins français au pays, le soutien à des projets d'aménagement urbain dans la capitale malgache et le versement d'une aide budgétaire affectée prioritairement dédiée, bien sûr, à la sécurité alimentaire. Alors, l'autre question qu'on se pose concernant l'apport russe est celle de savoir si la Russie pourra effectivement faire sortir Madagascar de la crise énergétique que le pays traverse, une crise énergétique qui a d'ailleurs été à l'origine du renversement de l'ancien président André Rajoelina. De toutes les façons, du côté de Madagascar, on se montre
Optimiste, oui. Selon bien sûr les propos employés justement par le président de l'Assemblée nationale. De ce côté, qui a proposé justement de se tourner vers Moscou pour importer des hydrocarbures. Il s'est exprimé en ces termes, je cite, les Russes sont des spécialistes de la résolution des problèmes urgents. Ils peuvent nous fournir du carburant. Le choix est entre nos mains si nous voulons vraiment trouver des solutions à nos problèmes. La Russie est prête à nous livrer avant la fin de cette année, a-t-il d'ailleurs déclaré lors d'un examen du projet de loi de finances pour l'année 2026. Donc, nous mettrons bien sûr ces deux propositions d'aide sur la table, que ce soit celle du président russe, Vladimir Poutine, ou encore celle du président Emmanuel Macron. Mais surtout, Madagascar qui reste sur le plan géostratégique, bien sûr, une destination très prisée justement par toutes ces puissances, ces grandes puissances entre guillemets. Donc, ce sont surtout les implications que nous allons essayer de ressortir ce soir. Mais à côté de cette thématique d'accueil, nous reviendrons sur le sujet principal, car on n'a pas fini avec l'actualité bissau-guinéenne, les derniers développements en date, avec bien sûr ce bras de fer qui se dessine avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Vous vous souvenez qu'au lendemain du renversement du président Umaro Sissoco Embaló, c'est-à-dire le jeudi 27 novembre 2025, les dirigeants de la CEDEAO se sont réunis dans un sommet extraordinaire pour examiner la situation bissau-guinéenne. À l'issue de ce sommet extraordinaire, un certain nombre de mesures ont d'ailleurs été adoptées, parmi lesquelles une délégation de la CEDEAO devait se rendre du côté de Bissau afin de s'entretenir avec de nouvelles autorités du pays. Alors, dans la foulée également de ce sommet extraordinaire, conformément au protocole 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance, la CEDEAO a prévu de suspendre, comme elle le fait toujours, la Guinée-Bissau de ses instances décisionnelles. Et apparemment, cela n'a pas été favorablement accueilli du côté de Bissau, puisque la mission qui devait, ou du moins qui était censée se rendre à Bissau, n'a pas pu se rendre suite à un refus justement des nouvelles autorités bissau-guinéennes. Alors, on a l'impression qu'il y a justement un bras de fer qui se dessine à l'horizon. Et ce qu'on a voulu ressortir, c'est surtout le fait que peut-être la CEDEAO ne tire pas les enseignements ou les leçons de sa posture répressive qu'elle avait déjà adoptée vis-à-vis des pays de l'AES. On se souvient des coups d'État en 2021, 2022 ou encore 2023, respectivement au Mali, au Burkina Faso et au Niger. À chaque fois, ces pays ont été suspendus, des mesures, des sanctions illégales, illégitimes et même inhumaines ont été prises vis-à-vis de ces pays. Résultat des courses, ils sont sortis de la CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO fait tout pour les réintégrer. Cependant, ces pays ne veulent plus. Alors, en adoptant une posture pareille vis-à-vis de la Guinée-Bissau, n'est-ce pas, je vais dire quoi, un mauvais signe qu'on envoie également, parce que si demain les autorités disent également qu'elles ne souhaitent plus intégrer l'organisation, est-ce que cela ne sera pas finalement mal perçu au niveau de la sous-région? Alors, c'est quoi cette façon de toujours faire les choses, et ça, du moins d'une seule façon, et de s'attendre à des résultats différents? Donc, on va essayer justement de questionner la démarche elle-même. Vous l'avez d'ailleurs posé ce matin à la matinale. Est-ce que les dirigeants bissau-guinéens eux-mêmes ont choisi de s'isoler au regard, bien sûr, des derniers développements? Qu'est-ce qui pourrait, bien sûr, expliquer qu'on prenne une décision comme celle-là en refusant d'accueillir les dirigeants de la CEDEAO? Bref, voilà autant de choses qu'il va falloir donc questionner ce soir aux côtés, bien sûr, de nos invités. Les invités, effectivement, qui vont revenir sur cette actualité en rappelant que M. Umaro Sissoco Embaló est actuellement du côté de Brazzaville, le pays de Denis Sassou Nguesso, au Congo, effectivement, après un bref passage au Sénégal où on nous a signalé quand même qu'il aurait pu, ou alors il aurait, selon le programme, il était censé faire plus de jours, passer en plus ou moins. C'est vrai que c'était bref du côté du Sénégal, mais c'était un départ précipité parce qu'il y a eu cette sortie du Premier ministre Ousmane Sonko qui n'était pas d'accord par rapport à la présence de M. Embaló au Sénégal. Une sortie du Premier ministre Ousmane Sonko qui contraste étrangement avec la décision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui, lui, avait pourtant pris part au sommet extraordinaire. Tout à fait. Et s'était proposé, ou du moins avait proposé ses services de médiation. Vous savez, quand il y a un coup d'État, la première chose qu'on cherche à faire quand on est, du moins quand on s'appelle la CEDEAO, c'est toujours l'intégrité physique du président renversé. Donc, les dirigeants avaient décidé justement de mettre les moyens à leur disposition pour
que le président Omar Sissoko Embalo sorte de la Guinée-Bissau sain et sauf. Oui. Cela a été le cas. Dans un premier temps, il s'est rendu du côté de Sénégal. Sauf que la question a divisé au plus haut sommet de l'État. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est fondu en des déclarations aujourd'hui qui ont fait polémique de ce côté parce qu'il a estimé que la situation en Guinée-Bissau était un complot. Et il a appelé à la poursuite du processus électoral afin que les résultats soient publiés. Donc, on imagine que le président Embalo également, dans sa démarche, n'a pas voulu que sa présence sur le territoire bissau-guinéen, du moins sur le territoire sénégalais, soit une source de division au sommet de l'État et que cela alimente davantage des polémiques du côté du Sénégal. Donc, le président du Congo, lui, s'est montré plutôt disposé, même si après avoir échangé avec plusieurs analystes durant le week-end, ils nous ont fait comprendre que la présence du président Embalo du côté du Congo n'est pas fortuite et ne relève pas d'un fait de hasard, d'autant plus qu'il y a eu un rapprochement idéologique entre les deux chefs d'État, que ce soit au niveau des politiques internes implémentées à Bissau ou encore du côté de Brazzaville, mais également sur le choix des partenariats, du moins des partenaires stratégiques. Ce sont des informations qui nous reviennent, bien sûr, de plusieurs observateurs et analystes politiques qui s'intéressent de très près au dossier bissau-guinéen depuis justement les événements du 26 novembre dernier. Merci à vous, Nguéné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Rendez-vous à 17h GMT, 18h, heure d'Afrique centrale, pour le point sur l'actualité. Eh bien voilà, nous allons poursuivre ici avec sur ce plateau, choisir nos chroniqueurs, nos journalistes, nos présentateurs. Bref, prenez comme vous voulez. Nous sommes là pour vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, téléauditeurs également. Vous nous suivez à travers la 96.3 FM, For You Radio, votre radio panafricaine. L'actualité décalée, nous en parlons ce matin. On l'a dit, nous avions pour thème, pour menu, vous avez certainement dû le voir à travers nos plateformes, cette réélection de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Il n'y a pas beaucoup de sportifs ici, mais c'est une actualité majeure quand même pour nous au Cameroun. Parce qu'on a à dire. Et puis, l'Algérie, aujourd'hui, qui réclame cette réparation, enfin, procès du colonialisme du côté, le procès de l'Occident, du colonialisme du côté d'Alger. Mais il y a eu cette triste nouvelle. Nous sommes obligés de commencer, de prendre quelques minutes pour peut-être en parler, pour commenter. Simplement un hommage, sans polémique. Nous allons rendre hommage à M. Anissé Ekane, cet homme politique. Et si vous êtes à la maison ou alors vous nous écoutez dans vos véhicules, vous pouvez, et si vous souhaitez aussi rendre hommage à M. Ekane, vous pouvez simplement appeler au plus 237 671 77 24 11 ou encore le plus 237 687 88 32 25. Vous pouvez simplement appeler pour dire un mot sur la personne de monsieur Anissé Ekane. Alors, est-ce qu'on peut avoir, on a quelques, nous avons monsieur Fanga, nous avons monsieur Fanga au téléphone. Monsieur Fanga, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, je vous entends très bien. Alors, Monsieur Fanga, on veut simplement avoir votre réaction. Vous avez déjà les salutations de Fon Moira et de Faron Antérésis. Vous êtes on vous écoute à travers la 96.3 FM For You Radio. Vous avez connu Monsieur Anissé Ekane, que ce soit certainement sur le plan privé, mais aussi politique. C'était un homme politique également engagé avec sa vision. Il est décédé malheureusement ce matin. Simplement un hommage, peut-être un commentaire par rapport à M. Ekane, sans polémique, M. Fanga. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Un mot. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont en studio. Bonjour à tous les auditeurs de Radio For You. C'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, d'intervenir dans ce groupe de presse extrêmement important de notre pays actuellement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que le travail que vous faites et que vous accomplissez au quotidien, qui n'est pas du tout facile, mais qui réussit quand même, n'est-ce pas, à réveiller les gens le matin et le soir et entretenir, n'est-ce pas, la communauté nationale et internationale sur des informations de qualité. Donc, laissez-moi vous le dire ce matin et saluer toute la partie technico-artistique, n'est-ce pas, qui travaille d'arrache-pied pour que nous puissions être écoutés.
Merci. Ayant dit cela, je dis bonjour à la grande famille, n'est-ce pas, politique de notre pays, qui vient de perdre un acteur politique extrêmement important. Un acteur politique extrêmement important parce que j'ai connu Anissé Kane. Est-ce que... Personnel à cette époque-là. Oui? Oui, c'est bon, Monsieur Fanga, on vous écoute. D'accord, donc j'ai connu Anissé Kane pendant cette période-là où des mouvements étaient créés, n'est-ce pas, pour justement dénoncer les délestages électriques dans notre pays. Et donc, j'étais régulé là-bas et c'est là où j'ai eu la chance aussi de croiser certains leaders politiques au niveau du siège du Manidem à Douala. Donc, c'est un acteur politique extrêmement important et qui, justement, a œuvrer pour justement arriver à ce niveau de démocratie que nous avons aujourd'hui. Et donc, nous pouvons dire simplement que un acteur s'en est allé, un homme important de la politique camerounaise s'en est allé, malgré tout ce que on pouvait lui reprocher, on pouvait dire de lui, mais nous pouvons rendre hommage, n'est-ce pas, à cet homme-là qui a œuvré pour justement arriver à cette liberté que nous avons aujourd'hui. Parce que dans la lutte de la liberté d'expression, que ce soit la liberté d'association, M. Anissé Kane a joué un rôle extrêmement important. C'était un combattant de la première heure qui, justement, avec les défunts Puss-Ndiawe, Azebazé et tout le reste que vous pouvez connaître, n'est-ce pas, ont véritablement bataillé. Et je n'oublie pas Denis Kouebo, un aîné que j'ai connu aussi, justement, au travers du Manidem. Denis Kouebo, ça que j'ai connu, n'est-ce pas, au travers, n'est-ce pas, de Anissé Kane. Et derrière, sans compter, n'est-ce pas, le grand combattant Bandakani, que j'ai connu aussi au Manidem, au travers de Anissé Kane. Donc, vous voyez que c'est une figure, n'est-ce pas, de proue, c'est une figure emblématique, sans compter les Abanda Pakma et tout le reste que j'ai connu au travers de ce très grand leader-là. Même celui, Yebga, j'ai connu Yebga, Bombor Yebga, n'est-ce pas, derrière Anissé Kane. Donc vous voyez que c'est un acteur extrêmement important de la scène politique, n'est-ce pas, de notre pays qui s'en est allé. Et vraiment, nous voulons souhaiter toutes nos condoléances à toute la famille politique de M. Anissé Kane, à sa famille, même nucléaire, et tout le reste, et ses amis, et j'en passe. Merci infiniment. Merci beaucoup, Monsieur Fanga. Merci et très bonne journée. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole, n'est-ce pas, pour m'exprimer, n'est-ce pas, face à, n'est-ce pas, une situation aussi un peu critique, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire simplement que le décès d'Anissé Kane, qui n'est pas seulement la mort d'un homme, mais la mort, n'est-ce pas, d'un leader, d'une vision, de quelque chose qui incarnait, n'est-ce pas, une idéologie politique, malgré que cette idéologie était fondée, basée sur l'UPC, sur l'idéologie UPCiste, mais il a apporté quelque chose de nouveau dans le paysage politique camerounais. Et ces derniers temps, vous avez vu les événements. Si on a parlé politique véritablement pendant ces moments des élections, Anissé Kane était un acteur extrêmement important. Vous avez vu la situation avec le professeur Maurice Kamto, oui, qui a été investi par le Manidem de Anissé Kane, et le procès au niveau du Conseil constitutionnel. Vous avez vu, n'est-ce pas, les différentes batailles juridiques, politico-juridiques qui se sont passées. Donc, vous voyez que ça a quand même, il a animé la scène politique, n'est-ce, oui, pas, jusqu'à ce moment-ci où la situation a changé, où il s'est allié, n'est-ce pas, au monsieur Issa Tiroma Bakari, perdant de l'élection de 2025, de la présidentielle 2025, et donc il finit par, n'est-ce pas, comprendre que la politique n'est pas forcément ce que nous disons. Parfois aussi, la politique, c'est des convictions, c'est, n'est-ce pas, l'attachement à certaines valeurs que nous devons préserver.
Merci infiniment, monsieur André Christelle Fanga. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour cet hommage à monsieur Anissé Ekane. Nous poursuivons, chers auditeurs de la 96.3 FM For You Radio. Nous allons, je crois qu'Unkele, au fur et à mesure, va caler certains intervenants, toujours dans cet élan d'hommage. Et si vous êtes à la maison, vous nous suivez également, vous pouvez aussi participer via le plus 237 671 77 24 11 ou encore le plus 237 687 88 32 25, toujours pour rendre hommage à monsieur Ekane. En attendant, peut-être que le prochain soit calé. Peut-être un mot, monsieur Fonmoa. Oui, c'est une grande tristesse parce que moi je l'ai appris ce matin à la rédaction. Je sortais derrière même du studio TV avec vous, où nous avons fait d'abord la matinale ce matin. Oui. C'est là où il m'a été dit parce que je n'avais pas mon téléphone chez moi. Bon, j'ai d'abord pris ça comme un effet de blague. Et puis, il y a eu au moins 2 collègues qui ont eu à insister là-dessus. Et j'ai compris que en fait, l'élément était vrai. Anissé Ekane, nous, d'abord, je vais dire que c'est quelqu'un que quand j'étais tout petit, même quand j'ai commencé même au niveau du secondaire, avant d'aller au supérieur, on entendait parler de lui comme étant quelqu'un qui a eu à œuvrer beaucoup pour les combats dans le cadre de la nouvelle version de la lutte, parce que contrairement peut-être au niveau du maquis, je ne veux pas comparer, mais il a eu beaucoup à œuvrer, il a eu à bagarrer. Et puis, par 2 fois, j'ai eu l'occasion de l'avoir, non, pas 2, au moins 3 ou 4 fois, parce que plusieurs fois sur d'autres plateaux dans certains médias, j'avais eu l'occasion de le recevoir en tant que oui, nous l'avons reçu plusieurs fois en entretien dans les émissions, bien sûr. Tout à fait. C'est là où j'ai compris la profondeur de l'homme. Et avant, c'était l'avantage que par exemple, son côté de la maladie, parce qu'il faut dire qu'il était souffrant de prendre du scam, quelqu'un il nous disait qu'il faisait un peu attention à sa santé. Il prenait notamment des produits pharmaceutiques, notre pharmacopée locale. Oui. Mais comme on dit souvent, quand on est un acteur engagé dans la politique et qu'on est quelqu'un qui s'y fait davantage, on prend souvent des combats et puis ça ne donne pas toujours forcément ce que l'on attend. Tout à fait. Par la suite, parce qu'on a vu très engagé depuis les récentes élections présidentielles. Malheureusement, les choses ne sont pas terminées comme c'était le cas pour lui. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans la polémique. Peut-être il a fait ci ou il a fait ça, ne devait-il pas faire. Mais on sait quand même que c'est quelqu'un qui a inscrit son nom en lettres d'or, je vais quand même le souligner, au Cameroun, dans le cadre des combats politiques, parce qu'on ne pourrait pas parler des combats politiques au Cameroun dans cette version moderne, sans toutefois évoquer le cas d'Anissé Ekane, qui à un moment donné quand même a fait preuve de sacrifice, parce que, il faut le dire, même le fait qu'il ait pu peut-être vouloir héberger certains leader politique, c'est parce que dans son esprit, il voulait un changement. En tout cas, il a marqué son temps. Selon ses convictions, il y est allé. Je crois que c'est le plus important. On peut être d'accord ou pas, de toutes les façons. Nous sommes dans un pays démocratique et nous avons le droit, effectivement, de défendre nos idéaux, notre vision. Et il l'a fait, je crois, jusqu'à la dernière minute. Oui. Oui. Bonjour à tous une fois de plus. Merci de nous retrouver dans le Grand Talk sur For You Radio et 96.3 FM et bien sûr sur nos plateformes digitales. Eh bien, si nous avons ce ton grave et solennel, eh bien, vous êtes au courant que le Cameroun est en train de vivre une autre page de son histoire avec le décès de Anissé Ekane, homme politique qui était à la tête du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, entendez donc Manudem. Et nous allons prendre le sentiment, l'avis éclairé également de Gamal Machia, journaliste. Bonjour Gamal, je suis Pharaon Antiri, Sissi Kadoumbe dans la place et puis il y a Fonmoara. Bonjour Gamal et bienvenue dans le Grand Talk. Bonjour Antiri, bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Oui, j'ai appris le décès du combattant Anissé Ekane dans mon téléphone. C'était Maître Sim qui annonce son décès en tant que son avocat. Et quelques temps après, comme une traînée de poutres, la nouvelle se répand dans tout le pays. En tout cas, Anissé Ekane aura marqué son temps. Il aura marqué son temps parce que moi, je l'ai connu dans les années 90, dans les années de Braise en 90.
il était, n'est-ce pas, au devant d'un mouvement, n'est-ce pas, de liberté, de liberté, de revendication, n'est-ce pas, de liberté. Moi, quand j'étais élève à Bafoussam dans les années 90, les villes mortes que nous avons connues, il en faisait partie avec Djameni. Voilà. Et aujourd'hui, pour l'année qui s'achève, il était également au départ de ces revendications post-électorales et même avant les élections. Donc c'est quelqu'un qui a combattu pour les libertés à son niveau. Vous savez qu'un combat que vous menez, vous avez soit vous le perdez, soit vous le gagnez. Lorsqu'on a perdu un combat, on reste citoyen, on reste nationaliste. Bon, la politique ne se situe plus à ce niveau. Il aura, c'est-à-dire, il a travaillé et son nom restera gravé dans les mémoires comme un combattant de la liberté. Oui. C'est tout ce que je retiens de ce monsieur. Oui. Ouais. Son nom restera gravé comme un combattant de la liberté. Oui. Liberté au Cameroun, tout à fait. Oui. Et je pense que tout ce qu'on peut dire, souhaiter, c'est que son âme repose en paix et que sa famille prenne ça comme le destin, parce que quand on est, c'est pour mourir. Personne n'est éternel. Hein? Oui. Et c'est un coup du destin, il a marqué son temps et perd son âme. Oui. C'est tout ce que je peux dire sur ce combattant d'Alberto au Cameroun. Oui. Mais on peut quand même dire, Gamal, avant de vous laisser partir, tout en vous remerciant pour votre contribution, que c'est tout de même une page de la scène politique camerounaise et africaine qui se referme. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est une page de la défense des lois, de la démocratie au Cameroun qui se referme. Parce que, en fait, il faisait partie de cette galaxie. Voilà. Et comme on perd en lui, il fait une figure emblématique. On ne va jamais l'oublier de toutes les façons. Il aura marqué son temps. Il aura marqué son temps. Botoksen Legwe, merci beaucoup. Gamal Machar, journaliste, depuis un sacré paquet d'années quand même. Ouais. Et puis vous avez vécu les années de Braise. Ça veut dire que vous avez de la bouteille, vous avez du métier. De Mosaïque International. Très bien. D'accord. Bien. Merci Kedoubé, je vous redonne. Oui, merci à vous, Monsieur Gamal. Eh bien, on revient sur ce plateau. Tout à l'heure, je crois, Fon Moira, vous allez certainement avoir Monsieur Claver Kodor également, que nous allons recevoir au téléphone, avec le concours de Nkele, voilà, à la mise en onde. Claver qui va également partager avec nous son sentiment après l'annonce de ce décès de Monsieur Anissé Ekane. Est-ce que c'est bon qu'elle est? Non, pas encore. Eh bien, il est, d'après les informations, on va donner comme ça pour parler de sa biographie. Oui, il est calé déjà. D'accord. Ok. Je crois que on va prendre Monsieur Kodor. Pierre Clavin Kodor, vous êtes journaliste panafricaniste. Bonjour, bienvenue sur For You Media. Bonjour For You Media, bonjour à la charmante équipe sur le plateau en ce moment. Bonjour DP. Alors, le Cameroun qui se voit endeuillé dans sa partie politique, Anissé Ekane, combattant, qui meurt les armes à la main. Votre commentaire sur l'homme politique qu'il était? J'avoue que Anissé Ekane, je le connais depuis les villes mortes dans les années 90, où il a pris une part très très active à cette désobéissance civile qui a pratiquement bouleversé la géographie politique de notre pays depuis ce temps-là. Dernièrement, il n'y a pas très longtemps, il a été interpellé et mis aux arrêts. Or, d'après des informations dignes de foi, il ne jouissait pas d'une santé particulièrement reluisante, lui. Et ce matin, on apprend qu'il est finalement décédé en détention. C'est une très mauvaise nouvelle au combat qu'il a toujours mené, un combat en faveur, je peux dire, en faveur de la démocratie au Cameroun. Aujourd'hui tombe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les armes à la main et dans un contexte assez tendu, ce qui, ma foi, c'est un événement qu'on aurait dû éviter, mais malheureusement, il est pratiquement décédé étant aux arrêts dans une procédure qui a été entamée il y a quelques mois, il y a quelques semaines.
c'est bien dommage. En tout cas, le politique camerounais perd là un acteur majeur, un acteur qui a marqué son temps et un acteur qui, effectivement, tombe les armes dans la main. Je pense qui oppose en paix. Voilà, donc merci à vous. C'est vrai qu'on a... j'ai quand même une question à vous poser. Vous avez évoqué le cas de santé de M. Ekane. Désormais, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait interpréter que malgré quand même son état de santé, il cherchait toujours à aller au combat? Est-ce que c'est ça un peu dans le fond, l'idéal, bien l'idéologie que mènent les combattants qui cherchent à avoir la liberté? Je me suis également posé cette question depuis sa mise aux arrêts parce que c'était de notoriété publique. Que sa santé était très fragile. Il était même sous, comment vous appelez, activateur d'oxygène. Donc, il développait une maladie assez complexe. Mais jusque-là, il ne baissait pas les bras, il a continué. Mais je crois qu'il a voulu mourir en héros. Hein. Pourquoi pas? Je crois qu'il a voulu mourir en héros parce que avec une santé comme celle-là, il aurait plutôt dû, à mon avis, faire preuve d'un peu plus de retenue. Mais malheureusement, les motifs qui l'ont conduit, qui ont motivé son arrestation, laissent quand même entrevoir qu'il n'a pas continué à faire preuve de dynamisme sur le champ politique malgré son état de santé précaire. Peut-être pour vous laisser sortir d'épée, est-ce que dans le combat, donc c'est une vie d'un combattant qu'on pourrait saluer dans le cadre de la liberté au Cameroun? Pourquoi pas? Je pense qu'il a contribué, qu'il a beaucoup contribué à l'animation du champ politique, à sa manière, bien sûr. En politique, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais lorsqu'on a des motivations, ou alors des objectifs qu'on s'impose et qu'on défend, peu importe si on met tout le monde d'accord ou pas, mais ce qui est important, c'est de rester fidèle aux objectifs qu'on se fixe. Je pense qu'Alice Ekane meurt là comme quelqu'un qui a cru qu'il devait mener, qui meurt les armes à la main sur le plan politique et il a toujours cru à son combat. Malheureusement, son état de santé le sort définitivement de la scène à travers... je crois que c'est aussi ça la politique. En politique, il faut croire en soi, il faut croire à ses objectifs, il faut croire à son idéologie. Je pense qu'Anice Ekane fait partie de cela qui, c'est vrai, ça peut être controversé d'une certaine manière ou d'une autre, mais qui, ma foi, ont fait de la politique, c'était une bête politique en fait. Ekane était une bête politique qui a toujours su se frayer un chemin pour faire entendre sa voix et pour rappeler l'évolution, les dernières actualités le concernant, quand on avait le concert Kamto, qu'avec Issa Chiroma, on se rend quand même compte qu'il n'a pas baissé les bras, il a continué à trouver des failles et à les exploiter malgré sa santé fragile. Aujourd'hui, il quitte la scène comme il a vécu, c'est-à-dire en baroudeur, quoi. Merci à vous, Pierre-Claver Nkodo. Vous êtes d'abord consultant For You Radio, For You Media Africa, mais également journaliste panafricaniste et puis également très engagé. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup Anissa Ekane qui décède donc à l'âge de 74 ans. Alors on nous dit qu'il est né un 17 avril 1951 du côté de Douala au Cameroun. Il est donc décédé ce 1er décembre 2025 en politique camerounais, président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem. Merci pour ce moment d'hommage rendu à M. Anisse Ekane. Nous allons prendre la petite respiration pour revenir. Nous allons essayer quand même de reprendre nos esprits afin de continuer et rentrer directement dans le débat de ce matin.
Alors, Samuel Eto'o, réélu à la tête de la Fédération camerounaise de football. Eh bien, c'était le 29, donc dimanche, c'était hier. Non, c'était samedi. Samedi qui a eu élection. C'est vrai que l'on craignait avec la sortie également du ministre, mais finalement, il n'y a rien eu de mauvais. Non, plus de peur que de mal. Non, puisque tout avait été décidé que les élections devaient avoir lieu. Oui, même si les élections devaient avoir lieu, on avertissait quand même que... non, justement, c'est la raison pour laquelle je suis en train d'indiquer que lorsque le MINSEP avait saisi le MINAT, lui disant qu'il faudra faire... interdire la tenue de cette réunion, appelons ça comme ça, une réunion publique. Le MINAT n'avait pas réagi lui-même directement. Ce sont plutôt les collaborateurs du MINAT qui ont eu à réagir. Parce que souvenez-vous, Jean-Emmanuel Marine Dicten, qui est le préfet du département du Fundi, avait donné copie d'un récépissé à certaines associations sportives, notamment CAFOOT, qui allait plutôt dans la forme d'un syndicat, mais au même titre que la FECAFOOT. Dès lors que cette association et puis d'autres ont donc eu cette possibilité, il y a une correspondance qui a été adressée à Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Mbankomo, lui indiquant qu'il pourra avoir des troubles à l'ordre public. Cette dernière ayant reçu copie, elle a directement fait le rapport à son supérieur hiérarchique, donc au préfet du Fundi. Ayant donc reçu les informations, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement annulé l'autorisation qu'il avait eu à accorder à ces associations sportives. Donc, pour baliser le chemin, pour que, comme vous voulez donc venir faire le trouble à l'ordre public, il n'y aura plus de trouble à l'ordre public. Donc, on a considéré que le MINAT avait donné un quitus. Et puis, les uns et les autres se disaient qu'il n'y a pas un problème entre la FECAFOOT et le gouvernement, parce qu'on a comme tendance à penser que c'est le gouvernement. Si du moment où la FECAFOOT a eu à adresser une correspondance par le biais de son secrétaire général pour faire une déclaration de manifestation publique qui a été acceptée depuis bientôt le 10 novembre. La réunion qui portait donc élection du président de la fédération et puis les autres membres devait se tenir. Et quelques jours bien avant, on a pu observer qu'il y a les émissaires de la CAF, de la FIFA qui sont arrivés au Cameroun. Et samedi, donc, du côté de Mbankomo, Eto'o, en tant que président sortant de la FECAFOOT, a reçu les émissaires de la CAF, mais surtout la présence de Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Mbankomo et les émissaires du ministère de l'administration territoriale qui sont également donc venus pour les renseignements. Et on a vu que la rencontre... Il n'y avait rien de méchant. Il n'y avait rien de méchant, mais on pensait qu'il y avait une procédure qui n'était pas respectée. Mais on sait bien comment le ministre Atangandi est. Je crois qu'à ce moment, même ceux qui ne l'aiment pas l'ont aimé peut-être ce jour-là, pour ceux qui sont peut-être des fans d'Eto'o, parce que c'est quelqu'un qui est très respectueux. S'il n'y a aucune marge de manœuvre qui empêche de faire quelque chose, il va dans ce sens-là, même s'il pourrait avoir d'autres tractations. Donc, il y a eu élection. Et on a vu que sur 87 votants... Voilà, c'est là où je... Parce que moi, c'est ce que je voulais... Parce que j'ai on dit quoi? Oui, dire, c'est que c'est Antérésiste qui est notre... c'est elle la mère du groupe français ici. Donc, j'ai dire, il y a un appelant, d'accord. Un appelant, allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Fanga, à vous revenir. Alors, parce qu'on parle cette fois-ci d'Eto'o-fils. La réélection du président Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT. Alors, votre commentaire, on sait déjà que vous êtes un très grand fan, hein? De Samuel Eto'o? Oui, ou bien? Il réfléchit. D'accord. Oui. Écoutez, je pense que en dehors d'être fan, on est républicain. Et Bien quand on sûr. est républicain, on est obligé, panafricain, on est obligé de supporter Samuel Eto'o, qui est une figure de proue, n'est-ce pas, du panafricanisme d'un autre genre, du côté footballistique. Parce qu'il faut comprendre que Samuel Eto'o a d'abord été footballeur et pendant sa période, n'est-ce pas, de sa carrière footballistique, il a combattu le racisme à outrance qui avait lieu en Espagne, en Angleterre et un peu de partout. Et vous voyez que la cause, le panafricanisme, c'est d'abord la défense, n'est-ce pas, de la cause des Noirs. Oui. Et donc, M. Samuel Eto'o ayant
bravé cette étape où parfois même il a singé, n'est-ce pas, au stade, il a fait, n'est-ce pas, des démarcations d'un autre genre dans les stades pour éprouver son indignation et parfois même sortir des stades. Donc aujourd'hui, nous savons tous que en tant que panafricains, nous devons et nous avons le devoir de supporter Samuel Eto'o et de l'accompagner, n'est-ce pas, dans cette démarche-là. Donc voilà un peu mon opinion par rapport au support que j'apporte à Samuel Eto'o fils. Sans compter le compatriote, celui que le Cameroun aime tellement. Mais que dites-vous, ou alors que pensez-vous, Monsieur Fanga, de ceux qui estiment qu'il a... c'est-à-dire que lorsqu'on revient sur l'attitude ou la posture du MINSEP face à cette élection et qu'aujourd'hui elle a eu lieu et M. Samuel a été justement élu, on se dit, M. Samuel Eto'o a... on ne sait plus exactement qui... je ne vais pas dire qu'il dirige, mais il tient tête à l'État et que l'État est incapable de le on dit quoi? On dit souvent quoi? De le recadrer. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que c'est vous voyez également cela comme ça? Ou alors c'est simplement... non, oui, il s'agit de quoi? Moi, je ne vois pas ça dans ce sens-là, madame. Oui. Madame, je ne vois pas cela dans ce sens-là. Oui. Moi, je vois simplement qu'il y a un problème, n'est-ce pas, de politique qui veut absolument contrôler le football camerounais. Malheureusement, face à cette hégémonie, à cette envie, à ce désir, ils sont confrontés à quelqu'un qui est un enfant de Nebel, c'est-à-dire têtu dans l'âme. C'est-à-dire têtu dans l'âme, qui ne retourne pas ou bien qui ne baisse pas les regards face à certaines situations où on veut empiéter dans son domaine de compétences. Et c'est ça le problème qu'il y a toujours eu à l'Africafoot, parce qu'un problème de compétences, d'empiéter sur les compétences des uns et des autres. Et donc, si chacun restait et faisait son travail, vous verrez qu'il n'y aurait plus de problème à l'Africafoot et au MINSEP. Il n'y aura plus ce duel-là entre soi-disant le MINSEP et l'Africafoot. Et simplement, on vous prend par exemple, vous voyez que le ministre n'a pas droit de nommer, par exemple, un entraîneur sans l'avis, n'est-ce pas, du président de la FECAFOOT. Parce que celui qui emploie l'entraîneur du Cameroun s'appelle le président de la FECAFOOT, c'est-à-dire la FECAFOOT. C'est un fonctionnaire dépendant, n'est-ce pas, du ministère de la FECAFOOT, de la FECAFOOT. Mais maintenant, avec la convention de 2015, qui a été établie, qui a été signée entre la FECAFOOT et l'État du Cameroun, maintenant donne certaines prérogatives, n'est-ce pas, au ministre, au ministre des Sports, mais en consultation. On dit bien en consultation, avec avis, n'est-ce pas, du président de la FECAFOOT. Mais vous voyez que parfois des choses se passent sans avis du président de la FECAFOOT. On nomme un coordonnateur des équipes nationales sans l'avis n'est-ce pas, du président de la FECAFOOT. Comment est-ce possible, alors que c'est la FECAFOOT qui est gestionnaire, n'est-ce pas, des équipes nationaux de notre pays? Donc vous voyez que c'est tant de cacophonie. Et c'est justement parce que notre pays veut fonctionner la tête en bas et les pieds en l'air. Et c'est pour ça qu'ils ont en face un jeune homme, qui est cohérent dans sa logique, c'est-à-dire respectons les textes, nous tous, et nous, il n'y aura jamais de problème. Il n'est pas quelqu'un qui plie les chines, surtout venir plier les chines devant un expatrié qui n'a fait ses preuves nulle part, plier les chines devant des entraîneurs qui n'ont pas produit de résultats, plier les chines, n'est-ce pas, devant, n'est-ce pas, un ministre qui lui dit que, par exemple, n'est-ce pas, il ne doit pas organiser l'Assemblée générale parce qu'il risque d'avoir des ordres, n'est-ce pas, alors que le président de la FECAFOOT prend toutes les dispositions. Quand il écrit au ministre des Sports, c'est pour simplement lui rappeler que le ministère des Sports a besoin juste d'envoyer des représentants comme observateurs et non comme décideurs d'une assemblée générale. C'est le respect simplement de la hiérarchie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on vous respecte, il faut venir observer les élections, comme les élections peuvent se passer sans représentant de la FECAFOOT. Donc, et donc, ce n'est pas Samuel Eto'o qui défie
l'État du Cameroun. Et d'ailleurs, il n'y a pas de défiance à l'État du Cameroun parce que la FECAFOOT est une entité, n'est-ce pas, privée, mais qui est d'utilité publique. Vous voyez un peu? Oui. C'est pour ça que l'État du Cameroun donne ce qu'on appelle les agréments, comme on donne à une association l'autorisation d'exister, une association de quartier, n'est-ce pas? Association des Bayam Salam, association de je ne sais pas quoi, des mécaniciens, association des chauffeurs, et on vous donne une autorisation légale d'exister. Mais vous êtes une association privée. Mais l'État vous donne sa caution, c'est-à-dire qui est le régulateur, celui qui veille à l'ordre public. Et vous voyez que le ministère chargé de respecter l'ordre public, le ministre des Sports a écrit à ce ministère, n'est-ce pas, qu'il risque d'avoir des ordres. Et ce ministère n'a pas répondu, a simplement donné l'autorisation et a veillé à ce que l'ordre public soit établi, n'est-ce pas, pendant cette assemblée générale. Donc vous voyez que la loi est respectée. Donc il n'y a pas de défiance de M. Samuel Eto'o envers l'État du Cameroun. C'est le ministère de l'administration territoriale qui donne l'autorisation de manifestation publique, c'est-à-dire qui vous donne la latitude de vous rassembler, et l'État l'a fait. C'est-à-dire l'État du Cameroun, présenté par le ministère de l'administration territoriale, a donné, n'est-ce pas, l'autorisation d'organiser cette assemblée générale. Deuxième des choses, le sous-préfet de l'arrondissement de Mbankomo, Madame la sous-préfète, s'il faut l'appeler ainsi, était présente, n'est-ce pas, à cette assemblée générale. Donc vous voyez que M. Samuel Eto'o n'a pas défié l'État du Cameroun. Il a respecté. Si simplement il n'y avait pas l'autorisation, n'est-ce pas, de tenir l'assemblée générale, alors là, on pourrait parler de défiance, n'est-ce pas, de Samuel Eto'o envers l'État du Cameroun. Donc, tel que c'est parti, madame, le Cameroun est gouverné, le Cameroun a des lois, et essayons de respecter simplement les lois, et c'est ce que Samuel Eto'o essaye de faire avec, n'est-ce pas, son comité exécutif par rapport au football camerounais, par rapport à la FECAFOOT, face, n'est-ce pas, à l'accaparement du ministère des Sports qui veut s'accaparer les Lions indomptables, veut s'accaparer la gestion du football camerounais. André Kistel-Fanga. Oui. Bonjour à nouveau, mon nom est Pharaon Antérissis. Alors, si vous me permettez, est-ce qu'on peut revenir un petit peu avec vous sur une partie du discours de Samuel Eto'o qui disait « l'ère de la complaisance est révolue » et il a dit comme un coup de massue, comme un coup de grâce, comme s'il donnait les stockades en disant « aucun joueur ni aucun entraîneur ne sera plus jamais au-dessus du Cameroun ». Attention, je suis une églisienne et fière de l'être et je ne m'en cache pas. Ben, écoutez, Madame Antérissis, vous devez comprendre que Samuel Eto'o, en regagnant, n'est-ce pas, ce mandat, en étant réélu à ce mandat, n'est-ce pas, qu'on ne lui donnait pas gratuitement, parce que tout le monde savait qu'il devait avoir blocus, il ne devait pas passer, n'est-ce pas, à cette élection. Alors, maintenant qu'il a repris, n'est-ce pas, cette élection, il a réussi à réorganiser cette assemblée générale, il a été réélu, vous voyez, un peu de manière confortable, et que maintenant, il a les choses en main et que vous avez vu lors de la cérémonie de dîner, après la prestation de serment au palais présidentiel, le nombre de temps qu'il a fait avec le président de la République, le réélu, n'est-ce pas, ce qui n'était pas l'apanage de tout le monde, ce qui n'était pas, n'est-ce pas, l'opportunité de tout le monde de rester avec le président et que le président lui donne certaines consignes. Et j'ai même vu tout autour comment le secrétaire général, la présidente de la République, Ngongo, avait regardé tout figé que ceux-ci sont en train de se dire quoi. Gondoayolo était de l'autre côté aussi. Il regardait, s'attendait seulement pour dire que monsieur, passez. Mais c'est le président lui-même qui a donné la deuxième main. Parce que le président l'a salué et a envoyé la deuxième main pour le retenir, pour dire que non, de papa encore fils. Échangeons d'abord. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est... Est-ce que c'est une sorte d'adoubement qui ne dit pas son nom, André Kistel-Fanga? Est-ce que c'est une façon, est-ce que c'est une sorte de baptême? Est-ce que c'est une sorte d'accréditation, d'adoubement, sans forcément dire les choses comme ça, mais que c'était ça? Parce qu'on dit une image vaut mille mots. Simplement, c'est l'adoubement du président de la République envers son fils bien-aimé Samuel Eto'o. Et c'est pour ça que tous les autres sont restés bouche bée. Ils n'ont même plus agi face à cette assemblée générale qui devait se tenir. Parce qu'ils devaient manœuvrer, vous les connaissez, ils devaient manœuvrer au travers de l'administration territoriale et tout le reste là pour
essayer de bloquer l'espace Samuel Eto'o. Mais vous avez vu que l'entretien qu'il a eu à cet instant-là avec le président de la République a été plutôt, n'est-ce pas, l'élément déclencheur pour que tout le monde se mette au pas. Ce n'est que le ministre, dans sa têtutesse, qui ne voulait pas comprendre que les choses sont à un autre niveau de décision. Et quel est votre sentiment, André Christelle, que nous n'allons pas, que le Cameroun n'aille pas à la Coupe du Monde? Votre sentiment? Ben, écoutez, c'est une grosse déception pour nous de ne pas aller à la Coupe du Monde parce que nous avons pris un entraîneur de bas étage, on a pris un entraîneur qui ne vaut pas 100 francs, je vous le dis clairement, un entraîneur qui n'a jamais rien gagné de sa vie, un entraîneur qui n'a fait ses preuves nulle part. Et donc, quand vous avez un entraîneur qui n'a fait ses preuves nulle part, vous l'amenez pour vouloir entraîner les Lions indomptables. Vous vous attendez à quel résultat? L'objectif était simple, c'était de qualifier les Lions indomptables pour la Coupe du Monde. Hein? Si ça n'a pas été fait, normalement, M. Marc Brice doit normalement démissionner. Vous voyez un peu. Donc, pour nous, c'est un problème de coaching qui ne nous amène pas à la Coupe du Monde. Nous avons vu l'extraordinaire Sombahana qui a créé les plus grandes émotions dans notre pays. Parce qu'il faut le dire, parce que les Camerounais sont souvent parfois ignorants de beaucoup de choses. M. Rigobert Sombahana est battu par, je crois, l'Algérie, ici, à Douala, pour les qualifications de la Coupe du Monde. Il faut aller chercher la qualification à Blida. Vous vous rappelez de ce moment-là, de cette épopée. Oui. Le coach Rigobert Sombahana, dans sa stratégie, c'est quand tu es en danger que tu n'es pas réellement en danger. Quand tu sais que tu es en danger, que tu n'es pas réellement en danger. Oui. C'est la théorie du danger qu'il a appliquée et nous avons eu les résultats et nous sommes allés à la Coupe du Monde de manière extraordinaire en battant l'Algérie 2-1 à Bleda. Donc vous voyez, c'est l'une des choses qu'il faut rappeler aux Camerounais. C'est la première fois, ou bien ça fait plus de 20 ans que le Cameroun n'est plus rentré en une Coupe du Monde avec 4 points. Nous avons battu le Grand Brésil, ce qui ne s'est pas passé il y a de cela beaucoup d'années. Nous avons eu des grands matchs de compétition. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons des résultats palpables avec Rigobert Song. Mais on a un entraîneur incapable de faire un classement, incapable d'appeler de nouveaux joueurs, parce que tous les joueurs qui sont là sont déjà assez vieux. Vous avez un Aboubakar Vincent qui ne peut plus courir 15 minutes. Vous avez, n'est-ce pas, tous ces grands noms du football camerounais actuellement qui sont quasiment à côté de la plaque, qui n'arrivent pas à produire des résultats. Donc, vous comprenez pourquoi Samuel Eto'o dit personne ne sera plus au-dessus de la République. Oui. Aucun entraîneur, aucun joueur ne sera plus au-delà, n'est-ce pas, au-delà de la République, parce que la République du football au Cameroun, c'est l'Africa Foot et c'est lui le président. Bien, bien dit. Merci André Christelle Fanga, merci beaucoup une fois de plus. Alors, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée, bonne semaine. Nous poursuivons ici sur For You Radio 96.3 FM avant de sortir et aborder le thème autour de ce procès sur la colonisation, le procès contre l'Europe du côté de l'Algérie. Fon Moara, vous étiez en train de développer, on parlait justement de cette victoire. Est-ce qu'il y a même, moi ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y avait même d'autres candidats? Non, il n'y avait pas d'autres candidats. En fait, c'est la raison pour laquelle le ministre des Sports a tenté de faire bloquer l'Assemblée générale parce que parmi les différentes candidatures ou bien les dossiers de candidature qui avaient été déposés, seule la candidature de Samuel Eto'o, président sortant de l'Africa Foot, s'était retrouvée remplir toutes les conditions. Pour les autres, elles avaient été rejetées pour défaut de telle pièce, pour le défaut de telle pièce et puis autres, dont les gens ont pensé qu'il avait justement eu à opérer d'une certaine manière pour écarter ses adversaires. Donc, mais ce qu'on peut quand même retenir, c'est que je voudrais indiquer aux uns et aux autres, parce que les gens ont voulu faire une fixation sur le visage assez serré de Samuel Eto'o pendant le dépouillement des urnes, parce qu'il a eu, comme je disais, sur 87 votants, il y a eu 85 personnes qui ont voté pour avec deux abstentions. Des gens n'ont pas compris parce qu'au niveau du dépouillement, il n'était pas trop sûr, Samuel Eto'o, que même les gens qui étaient dans la salle pouvaient effectivement voter pour lui. Il pouvait arriver comme ça et se rendre compte que toutes ces personnes-là, en fait, ont fait un coup foireux. Donc, il était nerveux et on a vu que quand il a eu à le remporter, il a
il a été très content. Oui. Très content. Et puis, cela lui a donné, comme André Kissé-Fonga le disait tout à l'heure, une autre force de dire je veux pouvoir continuer. Et c'est ce qui lui a donné donc le tonus et le temps d'indiquer que désormais les choses ne vont plus se faire de cette même façon. Donc je crois certainement que au regard de ce qu'il a eu à faire, le message pourrait passer au sein de la tanière, parce que parmi la tanière, il y a d'abord le coach Marc Brice qui essaie toujours de montrer très hostile, même quand il y a une question, quand il lui a été posé, rien à voir avec Samuel Eto'o, il vous dit je déteste Samuel Eto'o, je n'aime pas Samuel Eto'o, rien à voir notamment avec la posture. Autre chose également qui est à souligner, c'est que au sein de la tanière, il y a eu beaucoup de personnes qui ont semblé faire une forme d'insurrection vis-à-vis notamment du malaise entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Donc, je pense que le message va passer et il va devoir l'engager. Mais le prochain chantier sera d'abord, notamment, le futur entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, parce que selon certaines sources, l'on est déjà en train de réfléchir sur comment est-ce que l'on va passer, notamment avec les entraîneurs. On verra bien de toutes les façons comment est-ce que cela va se dérouler avec les différents entraîneurs. Mais on sait pour le moment, Max Brice, c'est Marc Brice, Max Brice. Marc Brice. Marc c'est Brice. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand tu détestes quelqu'un, eh bien tu écorches son nom. Tu ne cherches même pas à bien prononcer son nom en fait. Alors Samuel Eto'o qui est donc réélu à la tête de la Fédération camerounaise de football. Eh bien, voilà, c'était une actualité. Merci à Monsieur Fonga d'avoir partagé cette information ou alors son ressenti. Une fois de plus, commenter cette actualité avec nous. Eh bien, nous allons directement passer au second et dernier thème d'ailleurs autour de l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui qui a convoqué via le président Abdelmadjid Tebboune, c'est le président algérien, il parle de réparation. L'Algérie qui pose sur la table le problème de la colonisation et les pays sont connus, les pays concernés ont été cités, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Belgique, pour ne citer que ces pays-là, eh bien, ils doivent, il faut des réparations pour les pays africains. L'Algérie et bien sûr les pères africains réclament des réparations. L'autre interrogation qu'on se pose ce matin, c'est est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il peut y avoir des réparations? Alors, on ne sait pas. On ne sait pas, est-ce que ces pays pourraient accepter justement, et si oui, comment? Certains experts ou analystes le disaient ce matin. Est-ce que nous avons des moyens de contraindre ces États occidentaux de réparer leurs torts, ce qu'ils ont commis, les crimes, parce qu'on parle de crimes coloniaux quand même. Et lorsqu'on écoute les historiens, ça fait très mal de savoir que l'Africain ou nos aïeux, nos ancêtres ont autant souffert. Les photos ou alors les images sont horribles. Il y a des histoires qui sont difficiles vraiment à entendre ou à écouter, mais c'est notre histoire. Et bien voilà, les Africains aujourd'hui se lèvent et on espère que cela va bien sûr aboutir. Il faudra déjà que ces États acceptent qu'ils ont commis justement ces crimes, qu'ils acceptent la réparation avant peut-être de voir comment on pourra évoluer ensemble. Et justement pour en parler, nous avons Gamal Abina de l'autre côté, il est en France. Gamal Abina, vous êtes spécialiste des questions internationales. On vous reçoit dans le cadre de cette émission. Est-ce que c'est possible déjà avec Gamal Abina Nkele? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a calé Gamal? Est-ce que c'est possible, Martin? Alors, pas encore avec Nkele, s'il vous plaît. Essayez de caler Gamal Abina qui va répondre à ces interrogations ce matin. On va essayer de comprendre exactement le bien fondé d'une telle démarche. En attendant que Gamal soit calé, nous allons peut-être procéder ici aux commentaires, comme on a l'habitude de le faire. On en parlait encore dans le cadre de la matinale ce matin. Et l'on se demandait si l'Algérie aujourd'hui et les autres États africains
africains qui demandent réparation des crimes coloniaux. Et on se demandait, est-ce que ces pays-là de l'Europe, l'Allemagne, la France, l'Espagne ou encore la Grande-Bretagne pourront justement, qu'est-ce qui pourrait contraindre ces pays justement déjà, à accepter, mais aussi à réparer leur... Est-ce qu'on peut même réparer ce type de crime? Est-ce qu'on peut? Ça, c'est encore une autre interrogation parce que des Africains sont morts. Ils ont été torturés. Alors, nous avons Gamal Abina qui est déjà calé de l'autre côté. Merci à vous, Gamal Abina, d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Alors moi, j'aimerais vous poser la question ce matin. Quels sont les enjeux géopolitiques pour l'Afrique dans cette initiative de procès du colonialisme? S'agit-il aujourd'hui d'une démarche essentiellement idéologique ou d'un positionnement stratégique qui vise à renforcer le leadership algérien en Afrique? Des populations algériennes et africaines au sens large, parce que le curseur algérien a toujours été par rapport à la question du colonialisme, pays qui a subi 132 ans de colonisation barbare. Le pays a toujours été dans une démarche effectivement de décolonisation. On l'a observé avec la question évidemment palestinienne, avec la question du Sahara occidental, avec la question du racinement en Afrique du Sud où l'Algérie a soutenu l'ANC. Donc il y a une démarche non seulement idéologique, humaniste, et puis simplement une démarche d'éducation des populations par rapport à ces crimes qui ont été perpétrés et qui n'ont jamais été reconnus par le colonialisme en général. Donc c'est surtout une démarche politique qui s'inscrit dans une démarche d'éducation des populations et sans doute l'ouverture de reconnaissance et peut-être de réparation pour certains pays. Alors Gamal Abina, dites-nous, est-ce que l'Algérie peut-elle réellement porter la voix de l'Afrique dans cette affaire? Je vois que l'Algérie porte la voix dans cette affaire en Afrique parce que d'abord c'est un des pays qui a su très tôt, qui a été envahi très tôt évidemment, mais qui a su très tôt prendre les armes pour lutter contre la colonisation. Quand je dis très tôt, c'est dès le démarrage de l'invasion coloniale où l'émir de Kader pendant 17 ans a combattu. Mais surtout, elle porte la voix des Africains parce que son positionnement panafricain n'est pas à démontrer. L'Algérie en 70 était la Mecque des révolutionnaires. On avait toutes les organisations sud-africaines, de l'ANC, de Namibie, de SWAPO et tout un tas d'organisations qui luttaient pour leur indépendance, qui étaient basées à Alger. Donc c'est une première chose. Et puis deuxième chose, c'est pas la moindre, c'est de penser qu'effectivement la démarche algérienne, qui est une démarche inclusive, elle porte la voix de l'Afrique. On sait au Conseil de sécurité, a demandé à ce que l'Afrique soit représentée en tant que membre permanent comme l'avaient demandé d'autres pays africains. Et aujourd'hui, cette voix va être portée d'autant plus qu'il y a une nécessité compte tenu de l'importance géoéconomique et géostratégique de l'Afrique aujourd'hui dans le monde. Et à ce stade, Gamal, est-ce qu'on ne risque pas une crispation diplomatique entre les États africains et l'Europe? Il y a une forte probabilité qu'il y ait une crispation entre l'Europe et l'Afrique, particulièrement les anciennes puissances coloniales, en conséquence du partage de l'Afrique par la conférence de Berlin à la fin du XIXe siècle. Ces crispations sont évidentes dans la mesure où le fait de réouvrir les questions mémorielles, de documenter, d'expliquer, d'écrire l'histoire, qui est très peu écrite, peut ouvrir effectivement la voie vers ce qu'on va appeler des dédommagements, des indemnisations, quelque chose qui permettrait de réparer, dans une certaine mesure, les crimes perpétrés par la colonisation européenne en Afrique. Alors, c'est essentiellement des pays qu'on appelait coloniaux, donc des pays qui avaient accès aux mers. On parle évidemment de la Hollande, de l'Angleterre, du Portugal, de l'Espagne, de la France, mais pas seulement. Puis surtout, c'est l'idée de se dire que la conséquence de la colonisation, qui était précédée d'abord par l'esclavage, donc 2 crimes consécutifs, ça va de soi qu'il pourrait y avoir une démarche de demande d'indemnisation, de dédommagement de la part des pays africains. Ces crispations seraient surtout financières, plus financières qu'idéologiques, bien que la France se positionne toujours comme étant un acteur fortement possédant des droits de l'homme, qui se positionne donc comme un pays qui donne des leçons au reste du monde, mais qui ne reconnaît pas ses crimes coloniaux. Donc ces crispations seraient à la fois financières et idéologiques. Gamal Abina, est-ce que justement, au regard de la nouvelle configuration aujourd'hui, l'Europe peut vraiment se plier à l'exigence des pays, du moins des pays africains, mais aussi offrir à l'Afrique cette réparation?
Alors évidemment, au regard des conditions économiques actuelles de l'Europe qui traverse une crise très lourde, la crise de la dette, la crise de la croissance, parce que c'est combiné, une crise de leadership, puisqu'ils ont perdu le leadership au profit de l'Asie, une crise effectivement identitaire, puisque les extrêmes droites montent en puissance en Europe pour marquer la rupture avec l'identité européenne, c'est pas seulement, mais surtout africaine, asiatique et le reste du monde. Ils se singularisent en voulant s'isoler sur un plan de l'identité européenne mythifiée. Donc tous ces éléments-là laissent à penser qu'effectivement, il est peu probable que les demandes algériennes aboutissent dès qu'elles ouvrent la voie à une demande d'ouverture de dossier. Alors, peut-être pour sortir, les demandes de réparation peuvent-elles aboutir à des résultats concrets? Désolé, il y a beaucoup de bruit, donc je reprends. C'est l'ouverture de dossiers qui sont quasiment des dossiers criminels, on peut en parler comme ça, avec effectivement une exigence de reconnaissance et de réparation, mais les conditions actuelle de l'Europe, qui est en crise, comme je le disais, n'autorise pas des réparations financières, ou très peu. Donc on a eu dans le passé quelques tentatives de réparation, la reconnaissance par exemple par les Italiens des crimes coloniaux perpétrés en Libye dans les années 20, et qui ont ouvert effectivement la voie des réparations, mais la plupart des pays européens sont en panne économique, en crise financière, et si ce n'est peut-être des réparations sous forme d'investissement, on a beaucoup de mal à imaginer que l'Europe puisse payer à hauteur des crimes perpétrés. Donc ça va créer des crispations, c'est évident, ça va créer un rapport de force qui est nécessaire, mais surtout, et c'est la chose positive, ça devrait créer pour l'Afrique un sentiment d'unité par rapport à cette douleur commune. Donc tout ça pourrait peut-être aboutir finalement, au-delà de la douleur et des massacres qui ont été perpétrés, à l'idée que l'Afrique doit être une et indivisible et que le panafricanisme doit perdurer au-delà de ces grands penseurs qu'on a connus et qui portaient cette belle idée à travers l'Afrique. Donc ce combat commun est peut-être un moyen de souder les Africains. Merci à vous, Gamal Abina. Sentiment d'unité à cette douleur commune, on l'espère. Alors, moi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu une histoire liée justement à cette période d'esclavage, de colonisation. Moi, j'en ai entendu plusieurs et quand même assez douloureuses. Le cas, par exemple, en Namibie, je ne sais pas si on doit dire récolte des caoutchoucs. Je ne sais pas, est-ce qu'on récolte? Bref, les travaux autour du caoutchouc. Lui, autour de l'EVA. Oui, peut-être précisément le caoutchouc en tout cas. La saignée de l'EVA et puis qui devient du caoutchouc. Du caoutchouc, après voilà. Transformation. Oui. Après transformation. Oui. Alors, ce qui se faisait là-bas, c'est que lorsque vous ne rapportiez pas assez aux colons, on vous coupait une main. Et après, les colons, entre guillemets, les colons, se rendaient compte que lorsqu'ils coupaient justement la main de nos pères, de nos ancêtres esclaves, ils se rendaient effectivement compte que lorsque vous coupez la main, après, il ne peut plus aller travailler. Donc, ce qu'on faisait pour vous contraindre, c'est qu'on allait plutôt couper la main de vos enfants. Wow. Donc, et lorsqu'on coupe la main de votre enfant, on vous la remet comme ça, ensanglantée. Donc, c'est pour vous dire que la prochaine fois, quand vous allez justement au champ ou cultiver, je ne sais pas quoi, battez-vous, mais ramenez-nous voilà, ce qu'on attend de vous, la quantité voilà, qui est attendue selon les travaux qui vous sont imposés. Donc, c'est des histoires tellement horribles. Je crois qu'on a aussi vu des images comme ça, parce que M. Atangana, le matin, le rappelait d'ailleurs, justement, que beaucoup confondent de même les luttes de libération, parce que les luttes de libération, c'est après, justement, pour les indépendances. Avant ça, il y a eu cette période charnière où ça a été vraiment très violent en Afrique. On sait également qu'au Cameroun, il y a eu des quartiers, bon, ça c'était, je crois, les luttes de libération qui ont été rasées, qui ont été des personnes qui ont été brûlées. Donc, je pense, effectivement, c'est vrai qu'au départ, je ne comprenais pas trop lorsqu'on demandait réparation aux États occidentaux. Je me disais, même s'ils reconnaissent, ça fait quoi? Ça va changer quoi dans notre histoire? Mais je pense que c'est important. Peut-être pour une histoire pareille, j'espère que ma mémoire ne me trompe pas, mais j'ai eu dire que du côté, par exemple, de Dizangué, l'entreprise qui se trouve là-bas aujourd'hui, qui a le nom sans publicité de Safakam, celui qui avait été à l'origine notamment c'était un blanc qui s'appelait un Chamot. Okay. Et donc, les personnes qui travaillent là-bas ont été déportées, par exemple, du côté de Bafia, c'était un nombre de choses, et il était que quand on voulait refuser de travailler dans notamment les plantations, justement, des VA ou de palmiers, c'était beaucoup plus des VA parce que le palmier est venu par la suite. Qu'est-ce que le gars faisait? Il vous faisait tuer. Et comme c'est le lac aussi qui était tout autour, on vous mettait dans un sac un être humain dans le lac. avec
du chat à l'intérieur. Du chat. Un chat, oui. Un chat, ouais. Un chat. Wow. C'est-à-dire qu'on vous met avec le chat Oui. à l'intérieur dans un sac et on jette dans le lac. Pour s'assurer que si vous ne mourrez pas, c'est-à-dire que si vous ne mourrez pas par noyade, qu'à tout le moins le chat en vienne à bout de vous, parce qu'on sait que le chat et l'eau, ça fait deux. Le chat, donc il va se débattre. Il va forcément. Voilà, et dans toute cette lutte pour sortir du sac, il va forcément vous griffer, il va ruer sur vous, il va vous mordre. Et pendant que vous serez en train de vous battre pour ne pas vous noyer, vous serez en train de vous battre pour respirer de l'air, parce que d'un, vous vous noyez, et de deux, vous êtes privé d'air parce que vous êtes enfermé dans un sac. Et c'est tellement horrible qu'en fait, il n'y a pas de mots pour décrire les crimes. C'est-à-dire qu'au-delà de l'esclavage, de la traite négrière, et bien moi je pense que, c'est le cas de le dire, c'était les crimes contre l'humanité. Parce qu'il est arrivé même parfois que lorsque les cargaisons en mer, les cargaisons humaines en mer, étaient largement au-dessus, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, peut-être du poids du bateau, ou alors pour éviter la police maritime, un éventuel contrôle, parce qu'il fallait bien expliquer pourquoi vous avez dans vos cales, dans les cales justement de vos navires, des personnes enchaînés qui avaient des boulets aux pieds, parce que justement, vous savez, les Africains, ce sont des hommes grands, forts, ce sont des forces de la nature, donc il fallait les maîtriser. Et à un certain moment, il arrivait que justement, les esclavagistes, les négriers, enchaînent les Noirs et les jettent par-dessus bord, vivants. Justement pour alléger, pour alléger la cargaison, pour alléger le bateau, soit pour éviter un naufrage en mer, parce qu'il y avait peut-être une tornade en mer, des vents qui se levaient, et soit il fallait éviter de répondre aux questions, par exemple, de la police maritime. Pourquoi vous avez... Donc, imaginez, vous attachez, enfin les gens sont déjà enchaînés, il faut maintenant les jeter par-dessus bord, c'est-à-dire que vous ne leur laissez même pas une chance de regagner, peut-être par un fait extraordinaire, le large. La côte, Et justement, ces scènes ont été matérialisées dans un film intitulé Amistad, avec Djimon Hounsou et avec le vieux Anthony Hopkins, mais magistral. Et vous imaginez un peu quelqu'un qui vous trouvez obligé d'être jeté dans la mer parce que vous êtes trop lourd pour ne pas alourdir davantage la cargaison, on vous jetait. Et ce fait de couper la main, est-ce que vous imaginez, c'était tellement inimaginable de couper la main à quelqu'un parce qu'il n'arrive pas à remplir son quota journalier de sa cargaison d'EVA. Mais c'est même idiot, parce que si vous lui coupez une main, en fait. Alors qu'il a besoin de ses deux mains, vous lui coupez une main, mais comment va-t-il faire pour porter le seau d'EVA finalement? Mais c'est la preuve que on ne comptait pas. Non, pas du tout. C'est la preuve que le noir... On comptait même pas pour du bétail. C'est-à-dire que le bétail était au-dessus même du noir. Et ça nous renvoie au fameux code noir de Louis, c'est Louis XIV, le fameux code noir. C'est-à-dire que les noirs sont considérés jusqu'à présent comme des meubles. On n'est même pas des humains. C'est ça. La preuve, c'est que quand moi, je vous ai suivi, Pharaon, tu as dit, et puis ici, Kefsi a repris, cargaison. Quand des êtres humains comme des cargaisons. Voilà. Non, c'est que c'est la marchandise qui est une cargaison. Mais si on traite des hommes comme une cargaison, vous devez déjà comprendre à quel niveau est-ce que... bien sûr que oui. Et c'est pas fini. C'est vrai que lorsqu'on aborde ces thèmes, on est toujours en train de dire, ah oui, vous les Noirs, vous êtes toujours en train de vous victimiser. On est toujours en train de pleurnicher. Mais c'est normal que nous pleurnichions. C'est notre histoire. Parce que c'est très grave ce qu'on nous a fait. Mais bien sûr que oui. Et ce qui est énervant, c'est qu'on refuse de nous raconter. Est-ce que vous êtes passé par l'école, c'est-à-dire vous avez fait les bancs, comme nous, ici, tout sur le plateau. Moi, on m'a pas appris ça à l'école. On nous a parlé, de la colonisation, d'une certaine façon, adoucie. C'est-à-dire qu'en fait, on romanise un peu. Voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est le terme... On fait tout la pour poésie. Oui, c'est-à-dire qu'on romanise, enfin il y a un terme, on scénarise, ça devient un peu romanesque, justement pour atténuer le côté inhumain de la chose, mais, et puis il a raison, monsieur Gamal Abina, on ne peut pas réparer, sinon ce n'est pas possible. C'est ça, la question de la réparation. Oui, parce que il y a pas très longtemps encore, Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il regardait les gens dans les yeux, il était en train de nier le nombre de massacrés à Tiaroy. Voilà. Hein?
Et justement, pour parler de Tiaroy, là, c'est encore une autre histoire qu'on a pervertie. Les tirailleurs sénégalais. Il n'y avait pas que les Sénégalais. Il y avait tous les Africains dedans. Voilà. Et comme on veut minimiser, on dit... Oui, non, c'est au nombre de 35. Mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Mais ça aussi, ça doit interpeller nos dirigeants. Ce sont des histoires que nous devons apprendre à l'école. Nos enfants doivent connaître notre histoire. Nous devons connaître. Parce que, en fait, ça joue également, ça travaille notre côté patriote. Le patriotisme doit justement, on doit le cultiver. Si on le cultive, c'est à travers aussi ce type d'histoire, parce que on doit être fier. Mais vous ne racontez pas à l'Africain exactement qui il est, d'où il sort, comment est-ce qu'il a survécu et où est-ce qu'il doit aller. C'est-à-dire que quel est aujourd'hui en tant qu'Africain, qu'est-ce qu'il doit faire, quelle est sa mission aujourd'hui. Mais il aura toujours l'impression qu'il est ce sous-homme parce que son histoire est racontée par les autres. Son histoire est racontée par l'autre. Oui, l'histoire sera toujours racontée par les vainqueurs. Voilà, et c'est ce qu'on raconte à nos enfants qui aujourd'hui veulent ressembler aux autres, qui aujourd'hui veulent le sortir, qui aujourd'hui sont complexés. Donc, moi, je pense que nous également, nous devons prendre nos responsabilités. Et j'espère que justement, cela va aboutir, même si c'est la réparation financière. Au-delà de la réparation, c'est-à-dire que de la reconnaissance, parce qu'il faut reconnaître. Il faut déjà commencer par reconnaître. Oui, qu'un mal a été fait. Ils sont très réticents par rapport à la reconnaissance. Je crois que ce sera très difficile. Ce sera très difficile, mais je pense que l'Afrique est en train de se mettre debout d'une manière ou d'une autre. On voit des révolutions partout, on voit les rétrocessions, par exemple les bases militaires, pour nous c'était que ça. C'est vrai. On voit par exemple le Niger qui est en train de reprendre son uranium avec la Somaïre. Tout à fait. Et ça ne plaît pas beaucoup à ces gens-là. Non, pas du tout. Ils sentent une chasse gardée qui leur échappe. Et je pense que c'est un pied de nez que nous sommes en train de leur faire. Le capitaine Ibrahim Traoré met en place par exemple l'étude du nucléaire par les jeunes, parce que nous devons être autonomes finalement. Bien sûr, nous devons être autonomes. En tout cas, nous espérons, nous suivons cette actualité et on espère que cela va aboutir. Franchement, je crois qu'il est temps que les choses... Mais ça va aboutir, c'est obligé. Nous sommes derrière, nous allons faire notre travail de journalistes engagés dans le panafricanisme. C'est notre combat de toutes les façons, nous n'avons pas le choix. Alors, nous allons poursuivre. C'était la page consacrée justement à ce thème autour de l'Algérie aujourd'hui, qui, je crois que c'est le dernier jour quand même aujourd'hui. C'était du 30 au 1er décembre 2025, le dernier jour, ce sommet du côté d'Alger. Réparation pour les crimes coloniaux. Bon, peut-être pour terminer, avant, parce que le temps peut-être pour toi de pouvoir mieux articuler pour accueillir l'invité. Parce que en fait, je ne sais pas trop comment l'accueillir. Justement, c'est la raison pour laquelle... Je ne sais pas si vous l'accueillir sur le thème. Je vous laisse le soir. Non, c'est Kadumba, écoutez, c'est votre émission. Non, parce que cette invité-là, ce n'est pas n'importe qui. Je donne le temps, je vais faire un petit commentaire, le temps de savoir comment... Quel commentaire? Non, le commentaire, pas sur lui. Non, pas sur lui, sur le sujet, sur l'Algérie. Mais tu n'as pas commenté depuis, pourquoi? J'en sais rien. On parlait de comment... Écoutez, l'invité, ce n'est pas n'importe qui. Donc nous, on vous laisse. Cousin, Eve, nous... Non. Je disais que... Nous, on vous laisse, battez-vous. Et on va vous suivre. Mais un invité qui parle, on ne va pas introduire. C'est bien ce que je disais. L'invité nous menace. Est-ce que l'invité peut mettre son casque, s'il lui plaît? Je voulais dire que l'Algérie qui a apporté 30 secondes, je voulais dire que l'Algérie qui a eu à organiser ce sommet-là pour porter plein, disons ça comme ça, à l'Europe impérialiste, je crois quand même qu'elle est sur une bonne lancée parce que ce que le président Abdelmadjid Tebboune fait ces derniers temps, c'est vis-à-vis de la France, cela démontre quand même un côté d'une Afrique insoumise qui essaye d'aller pour le mieux. Donc je crois qu'elle était mieux placée quand même quelque part pour le faire. Maintenant, il va falloir que tout ce qui a été dit de façon discourue soit pratiqué sur le terrain. Elle, là, c'est la pays ou bien c'est le pays? C'est l'Algérie. L'Algérie. Ah, d'accord. Alors, et c'est l'occasion justement de recevoir ou d'accueillir notre invité qui va passer les 30 dernières minutes avec nous. On espère que nous allons pouvoir aborder... Il y a 3 sujets d'ailleurs, Anissé Kané, Samuel Eto'o... Mais moi je préfère qu'on prenne d'abord... C'est-à-dire, il y a Anissé Kané, parce que l'hommage de notre invité par rapport à Anissé Kané, moi, je le préfère sur... Bon, c'est vrai que je ne l'ai pas encore vu. Non, on l'a déjà vu. C'est un grand gardien. Il s'appelle Peter Faye. Oui, c'est vrai. On l'a déjà vu sur le terrain, c'est vrai.
son idole dans le domaine du football était décédé. Je me souviens même, je lui avais fait, je lui dis que Peter est faille. Il avait sorti une claquette il y a un an. Hein. Non, mais je crois qu'on va laisser le côté sportif. Mais on va, parce qu'on sait également que c'est son combat. On a vu plusieurs sorties. Il va également certainement dire un mot là-dessus. On va l'entretenir. Anthérésis, tu sais que c'est toi qui c'est toi qui, ça dit comme tu as le français là. Le gros français. C'est toi qui mérites de recevoir et d'accueillir notre invité. Avec ton groove. Hein. Bien, écoutez, vous êtes mon chef, donc je ne peux pas vous traiter par-dessus la jambe. Donc j'ai l'obligation d'exécuter. Je suis un mercenaire, j'exécute les ordres. Voilà. Bien. Bonjour, monsieur Matomba. Bonjour. Bienvenue dans le Grand Talk. C'est un insigne honneur pour nous de vous recevoir. Ce n'est pas souvent que nous vous recevons. Votre agenda est super chargé. Donc, Shukran Katir, de nous accorder quelques minutes de votre prestigieux temps. J'espère que nous pourrons, avec vous, venir à bout quand même d'une certaine actualité. Un coup de massue nous est tombé sur la tête. Nous avons appris ce matin le décès, tout comme vous d'ailleurs, monsieur Matomba, de votre compagnon de lutte. Je pense que je ne me trompe pas si je dis ça, de votre compagnon de lutte, de votre confrère, de votre grand frère, M. Anissé Kane, qui a finalement déposé les armes aujourd'hui. Il était souffrant, c'est vrai, mais nous allons lui rendre un hommage sans acrimonie, sans récrimination. Et nous voulons prendre votre sentiment, M. Sachesoua Matomba, déjà en tant que Camerounais, en tant que citoyen et en tant qu'homme politique. Alors, il faut dire que je suis choqué et triste. Triste parce que nous perdons un combattant. Vous savez, lorsqu'on s'érige en combattant, lorsqu'on devient un combattant pour des causes que nous estimons justes, même si elles ne sont pas comprises, il y a un très grand sacrifice qui est fait. Vous savez, je vais dire quelques mots qui ma foi, ont retenu mon attention particulière sur Anissé et Kane, que j'ai connu, avec qui j'ai échangé plusieurs fois, avec qui on a quelquefois fait des choses. C'est que c'était quand même un homme d'une certaine conviction. C'était un homme déterminé lorsqu'il s'arrêtait sur un point. Oui. Et il se disait toujours il faut aller jusqu'au bout dans ce point-là. Je précise cela pour dire que même si nous n'étions pas d'accord sur toutes les entreprises d'Anissé, comme les miennes d'ailleurs, mais il y a que on se donnait ce respect-là. Ce respect et puis ce traitement respectueux. Surtout que Anissé Kane fait partie, si vous voulez, des personnes qui combattent depuis plusieurs années. Certains découvrent Anissé Kane en 2025, d'autres en 2018, d'autres encore en 2011. Certains étaient même surpris de savoir qu'Anissé était dans plus de 60 ans, parce que d'autres pensaient que c'était quelqu'un qui était, certains dans la quarantaine, d'autres encore dans la cinquantaine, mais pourtant il avait plus, 71 ans. plus 73 ans. Il était à plus de 70 ans. Voilà. Certains sont surpris de découvrir. Mais il faut dire que c'est un combattant qui est parti. Nous lui rendrons hommage comme il le mérite. Nous souhaitons que son âme repose en paix, mais nous pouvons le rassurer d'une chose, c'est que le combat n'est pas terminé. Oui. Et comme je l'ai demandé, il continue. Oui. Et nous croyons qu'il va s'amplifier jusqu'à la libération, n'est-ce pas, de notre pays. Oui. Est-ce que, avant de repasser le témoin à Dansi Kedumbe ou alors à Fon, est-ce que vous diriez, monsieur Matomba, que c'est une page politique quand même qui se referme? C'est un acteur politique qui s'en va. Alors, est-ce que c'est une page politique qui se referme? Je dirais pas totalement oui, parce que il y a les acteurs qui ont été avec Anissé Kane depuis plusieurs années. Certains sont encore là, ils combattent encore. Je citerai les Henriette Ekoué et plusieurs autres. Donc, pour que la page se referme totalement, il faudrait peut-être que ces acteurs disparaissent
ce qui n'est pas notre souhait. Mais il faudra surtout que ces acteurs soient témoins du combat pour lequel ils se sont battus. C'est-à-dire puissent voir la matérialisation de la victoire du combat pour lequel ils se sont battus. À ce moment-là, nous pourrons dire humblement et amplement que la page s'est retournée. Parce que vous savez, ce sont des acteurs qui viennent tous d'une même famille. L'UPC dans le temps, qui, on sait, est un parti idéologiquement ancré dans la libération du Cameroun, la liberté du Cameroun. Et on sait que jusqu'à cette date, le Cameroun n'est pas libre. On ne dirait même pas totalement. Totalement veut dire qu'en partie, il est libre, mais il n'est pas libre. Ça veut dire qu'ils ont mené un combat qui se perpétue, qui continue, qui n'est pas terminé, et nous croyons que ce combat sera achevé très bientôt. Et voilà, à partir de ce moment-là, oui, nous dirons que la page peut se tourner. Je vous remercie, M. Matomba. Alors, M. Matomba, c'est l'espoir. La question que je voudrais poser, effectivement, quelle est, je vais dire, la posture qu'on peut garder de M. Ekane Anissé au moment où, malgré quand même l'âge que les uns et les autres ne connaissaient pas, il était souffrant, mais il n'a pas baissé les bras. On peut même dire qu'il a décidé les armes à la main. Il a continué jusqu'au bout. Est-ce à dire que c'est ce visage du combattant qu'on aimerait avoir pour la libération des peuples de façon générale? Vous savez, une image me revient en tête, et c'est d'ailleurs l'image qui m'a le plus marqué chez Anissé Ekane. En 2011, vous savez, la loi électorale indique le format des affiches des candidats. Et quelquefois, vous dit, voilà comment vous devez les afficher, où vous devez les afficher et autres. Et en 2011, le candidat Paul Biya naturellement met ses affiches partout comme il a l'habitude de le faire, c'est-à-dire qu'il utilise les régies publicitaires, il met les affiches partout. Et puis Anissé Ekane s'est levé, il a commencé à déchirer les affiches du candidat Paul Biya et dit c'est pas normal, il ne respecte pas les règles. Il avait raison, Anissé, il ne respecte pas, il doit se comporter comme tous les autres candidats et tout. Cette image, je la garde. C'est une image forte, mais c'était une image de quelqu'un qui, je vous dis encore, face à ses convictions, il ne reculait pas. Dès qu'il est sûr qu'il tient le bon bout, allez, il fonce. Donc, voilà. Merci à vous, Monsieur Matomba. Merci pour cet hommage. Moi, je crois que moi, j'ai pas de questions en ce qui concerne ce sujet. Je crois que Monsieur Matomba a dit ce qu'il fallait. Peut-être que vous n'avez pas une question. Moi, je vais peut-être. Allez-y, voilà. Parce que j'aimerais, moi, je veux plutôt l'interroger sur le cas de l'Algérie. Oui. Alors, ce que je voudrais poser comme question, c'est vrai que je vais poser cela à un journaliste panafricaniste tout à l'heure, il m'a donné son point de vue, mais vous êtes un acteur politique. Est-ce que, on a bien spécifié ici, nous ne sommes pas dans le cadre des polémiques, toutefois quand même, dans cette lutte de libération du Cameroun, où on recherche la liberté, est-ce que le décès d'Anissé Ekane, après son parcours, on pourrait quand même saluer le combattant qu'il était? Bien sûr. Bien sûr, aucun combattant, tous les combattants méritent d'être salués. Vous savez, nous avons tous nos défauts. Nous sommes parfois très mal compris, mais tout combattant mérite d'être salué. Pour vous qui êtes en face, vous ne pouvez pas mesurer le degré du sacrifice de chaque combattant. Ça ne se mesure pas, ça ne se quantifie pas. On fait vite de juger des gens. On fait vite de prêter même des noms aux combattants. Mais la vérité, c'est qu'on ne se met jamais à leur place. Donc, vous ne pouvez pas quantifier ni évaluer le sacrifice d'un combattant pour une cause. Donc, voilà.
Merci à vous, Monsieur Serge Espoir Matomba. On rappelle que vous êtes le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale, parti politique, un parti d'opposition, je dois le dire ainsi, au Cameroun, pour ceux qui nous suivent et nous regardent. Vous êtes également, il faut quand même le dire, on est obligé de le dire, le promoteur de ce média, parce qu'ils sont nombreux qui appellent tout le temps et qui nous suivent d'ailleurs en ce moment, qui vous envoient des salutations et qui vous cherchent. D'ailleurs, ils demandent où est passé Monsieur Matomba. Où est passé Monsieur Matomba depuis la présidentielle? On le voit plus, il n'est pas là. Il est où? On le veut sur les plateaux. Il est où? Non. Non, moi j'ai cru que vous vouliez faire la prophétie. Non, je ne veux pas encore faire la prophétie. Oui, parce que quand elle a dit vous êtes le premier secrétaire du PUS, parti au pouvoir. Voilà, c'est ce que j'ai eu l'impression qu'elle voulait dire. Vous voulez qu'on vienne m'arrêter? Je dis ce que les téléspectateurs, ce qu'on me dit souvent tous les matins. Non, on veut voir Monsieur Matomba. Je reviens. Oui. Vous savez que le calendrier politique n'est toujours pas très visible de tous. Oui. Il y a du travail qu'on fait en off, qu'il ne faut toujours pas révéler. Les gens doivent juste quelquefois voir les résultats, même si certaines fois les gens doivent participer. Je reviens très bientôt sur vos plateaux. Rassurez-vous, vous allez vous lasser de moi. Vos téléspectateurs et même vos téléauditeurs se lasseront de moi bientôt. Oui. Donc, je serai là, je reviens très bientôt. C'est dans les prochains jours. Voilà, donc rassurez les téléspectateurs que je suis toujours en train de travailler et que j'arrive. On l'espère bien. Alors, Président Matomba, pour vous, avant de nous quitter, peut-être, voyons, on a sacrifié nos minutes là, j'espère que c'est pas mourir. Pour notre invité. Non, pas du tout sur le plateau quand même. Nous avons abordé une actualité, nous commentions d'ailleurs tout à l'heure ce procès contre les crimes, le procès du colonialisme qui se déroule actuellement du côté de l'Algérie. L'Algérie qui a pris sur elle d'inviter ses pairs africains pour demander justement des réparations à l'Europe, aux États européens, et les États qui sont le plus cités depuis lors, c'est bien sûr la France, l'Allemagne, la Belgique, ou encore la Grande-Bretagne. On met sur pied, du moins, les discussions tournent autour de ces crimes qui ont été commis du côté de l'Afrique. Vous connaissez très certainement l'histoire et d'ailleurs ce que nos ancêtres ont vécu. Aujourd'hui, ces pays, les pays africains qui sont encore, d'ailleurs c'est le dernier jour aujourd'hui, du côté d'Alger, réclament des réparations contre, du moins vis-à-vis des États africains, contre les États européens. Un commentaire. Oui, il faut dire déjà que lors du dernier sommet de l'Union africaine, oui. C'était très clair que les Africains, déjà dans ce sommet-là, parlaient déjà de réparation, du moins affirmaient déjà cette posture qui méritait depuis plusieurs années d'être mise sur la place publique. Donc ce procès, ce n'est que une bonne nouvelle pour les Africains. Parce que c'est vrai qu'on dit que les États, la coopération entre les États, c'est une coopération d'intérêt. Mais aussi, il faudrait que des gens soient capables de payer le prix de ce qu'ils ont fait subir aux autres. On ne peut pas parler d'amour. On ne peut pas parler de coopération égale sans revoir le passé de notre collaboration. C'est important. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que vous l'aimez, pourtant derrière, vous avez tué toute sa famille. Comment vous avez fait pour détruire toute une famille et puis vous dites au rescapé, je vous aime. S'il vit ce qu'il vit aujourd'hui, s'il est dans les conditions qu'il vit aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il n'a pas été encadré par sa famille que vous avez tué. C'est peut-être parce que vous avez détruit tout ce qui pouvait le faire résister en tant qu'être et vivre dans de meilleures conditions en tant qu'être. Oui. Donc, avant de dire à cette personne qui n'est qu'un rescapé, parce que ce que nous sommes des rescapés de l'esclavage, du colonialisme, de tout ce que vous voulez, de cette domination, je ne dirais pas machiavélique, qui s'est opérée sur notre continent. Nous sommes des rescapés. Et vous ne pouvez pas venir dire aux rescapés, non, nous vous aimons.
de la façon la plus gentille possible, avec un sourire aux lèvres. Parfois même vous ne vous brossez pas les dents, mais vous nous dites quand même que nous vous aimons avec un sourire aux lèvres. Donc vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Il faut pouvoir dire au rescapé, je suis désolé parce que j'ai fait ceci dans le passé. Et je m'en veux d'avoir fait cela. Et je suis prêt à réparer mes erreurs. Mais est-ce que vous pensez que justement c'est possible? Thérésis le rappelait tout à l'heure, jusqu'alors encore, Monsieur Emmanuel Macron le rappelait, n'est pas, lorsqu'on évoque ce sujet, il contourne et il n'accepte pas, il ne reconnaît pas, parce qu'il faut déjà la reconnaissance. Non, il y a un problème, Madame Sike, c'est que les Africains n'ont pas compris le pouvoir qu'ils ont. Nous ne comprenons pas le pouvoir que nous avons. J'ai encore vu et choqué, bien évidemment, Donald Trump qui va recevoir Paul Kagame et Tshisekedi pour signer des accords de paix. Oui. On parle de quoi? C'est Donald Trump, le fauteuil de troupes, les États-Unis, les organisateurs de troubles dans le monde entier qui vont faire asseoir deux Africains qui sont incapables de se parler, eux, les deux Africains, pour leur dire, venez, on signe les accords de paix. Madame, tant que l'Afrique ne comprend pas son pouvoir, nous allons toujours nous comporter comme des quémandeurs. En quoi avons-nous besoin de l'Union européenne ou de la France? Mais eux, ils ont besoin de nous. Prenons cette posture de fort et voyons s'ils ne vont pas venir réparer. On ne négocie pas ça. C'est un peu comme si vous nous dites que la liberté que nous avons, que nous devons avoir, nous devons la négocier. Madame, qu'est-ce que la France nous donne? Qu'est-ce que l'Union européenne nous donne? Qu'est-ce que nous donnons à la France ou qu'est-ce que l'Union européenne prend de l'Afrique? Lorsque nous avons mis cela sur la table, on sait qui a besoin de qui. À partir de là, ce n'est pas des sommets, des réunions que nous allons tenir. Nous allons leur dire, pour continuer dans la collaboration, voilà les conditions. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit, et ils le chantent eux-mêmes, il faut faire très attention. D'abord, ils ont essayé quelque chose qui ne marche pas. Dire aux Africains, arrêtez d'accoucher. Là, ils ont vu que ça ne va pas. Maintenant, ils utilisent la médecine moderne. Quand vous allez dans les hôpitaux, on trouve le moyen de vous insérer des trucs pour vous les femmes, pour que vous ne puissiez pas avoir d'enfants. Parce que c'est dit dans les études depuis toujours que d'ici 15 ans, là on approche déjà, la quantité d'humains qui vivront en Afrique, le monde entier ne pourra pas supporter ce qu'il y a. Parce que la force d'un peuple, c'est d'abord sa densité. Qu'on ne vous trompe pas. Mais regardez ce que les filles, certaines filles subissent aujourd'hui dans certains pays. Celles qui sont à la recherche d'enfants, bien évidemment. Mais lorsque vous êtes noir, mais c'est fait à dessein. La deuxième chose, on vous montre que non, c'est vous les pauvres. Nous, on vient pour vous aider. Mais nous ne sommes pas pauvres. Bon, j'espère que je vais revenir très bientôt sur vos plateaux et on parlera de tout ça. Mais c'est pour dire que l'Afrique doit comprendre sa position et avoir une posture. Nous ne sommes pas nés pour quémander. Mère du berceau, l'Afrique. La mamelle nourricière du monde pratiquement. Toutes les projections sont autour de l'Afrique. Mais il n'y a que les Africains qui ne comprennent pas. Macron tourne. Macron, c'est qui? D'abord, il a trop de problèmes là-bas. Et plus on coupe les vivres, plus la France s'asphyxie. Ils ont cru qu'en faisant la guerre en Libye, en enlevant le Muammar Kadhafi, ça allait résoudre des problèmes. Ça allait cacher leurs problèmes. Ils ont cru qu'en faisant la guerre dans plusieurs pays, mais voilà ce qui arrive dans l'AES. Ce n'est que le début. Ils ont peur que ça arrive en Afrique centrale. Ils ont peur de ce réveil total de l'Afrique. Parce que lorsque ça arrivera, vous verrez qui va souffrir. C'est vrai. Mais c'est en réalité ça. Donc ils sont obligés de nous imposer des gouvernants qui veulent. Ils sont obligés de négocier avec des hommes politiques en Afrique pour essayer de redorer leur image. Ils sont obligés de tant de choses. Quand vous voyez M. Mouaha sur votre plateau ne pas parler, vous croyez que c'est quoi? C'est encore la faute de la France.
Moi, je vous écoute parler. Quand vous parlez, ça me fait penser à Macron, à qui on pose la question avec Oligui Nguema lors de l'inauguration du centre culturel français à Libreville. Oligui Nguema parle du Gabon avec la France. Macron vient dire que non, vous savez, l'Afrique, vraiment, c'est là où toutes les possessions du monde, c'est désormais vraiment, en tant que la France, nous venons pour accompagner cette Afrique. C'est la jeunesse, nous allons l'accompagner grandir. Donc, quand vous parlez, j'ai la projection et puis... vous imaginez donc la bêtise, là. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. La France, c'est combien de kilomètres carrés? Écoutez, un président qui vient dire dans un pays africain que la France est là pour accompagner l'Afrique. On parle de quoi? Oui. Qui accompagne qui? Et puis les Africains sont là, on applaudit, d'autres sont là. Après, on va lui faire le bain de foule dehors. Mais ça rejoint la sortie une fois du président français Emmanuel Macron qui avait critiqué les chefs d'État africains en estimant qu'ils sont ingrats quand même envers l'armée française, parce que selon lui, les Français vont quand même mourir en Afrique. Donc, il était... Et nous, nos millions de morts, alors. C'est ça, c'est ça. S'il ne peut déjà pas reconnaître le nombre de massacrés, hein, il n'y avait pas que les Sénégalais. La question, c'est qui a demandé aux soldats français de venir en Afrique? Ils venaient faire quoi? Ils venaient nous protéger. Protéger de quoi? Protéger leurs intérêts ou protéger leur business? De quoi? Ils venaient protéger leurs intérêts ou protéger leur business? Qui les a appelés? De quoi? Quand ils ont mal mis des pouvoirs en place et ils ont garanti à ces pouvoirs-là que nous allons assurer votre protection. Parce qu'un pouvoir qui émane du peuple, le dirigeant n'a pas peur du peuple. Donc il n'aura pas peur que la France vienne l'aider. Mais si c'est vous qui mettez vos dirigeants et vous conditionnez vos dirigeants que nous allons vous protéger, vous envoyez vos soldats, nos gars les tuent. Nous quoi dedans? Vous dites que vous avez envoyé les soldats, ils sont morts. Nos soldats qui ont sauvé la France. Vous en parlez? Vous êtes reconnaissant? Au moment de gratifier, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris les gens dans la rue que vous avez habillés en tenue militaire et les nôtres, vous les avez mis où? Donc, à deux moments, il faut qu'on arrête ça. Donc, il faut parfois avoir le courage de leur dire la vérité, et puis ils ne vous feront rien. Il ne faut pas croire. Les gens, ils racontent des histoires, ils ne vous feront rien. Ça se joue sur ce terrain-là. Il ne faut pas avoir peur, il faut leur dire la vérité. Si vous avez peur d'eux, ils vont toujours avoir la position dominante sur vous. Hein? Ils viennent ici au Cameroun, ils pillent votre pays. Ils signent des contrats amphithéotiques. Ils ont d'abord amené l'État à avoir une loi foncière mauvaise. Ils ont signé des contrats amphithéotiques pour payer des francs symboliques. Ok? Ils prennent tous vos produits, ils amènent chez eux. Ils vous disent que vous pouvez aussi amener pour vous chez eux. Vous amenez quoi? Moi, je voudrais quand même vous poser une question concernant le sujet de l'Algérie, peut-être avant que nous ne sortions d'ici. Vous avez indiqué que c'est une bonne chose, ça avait été annoncé lors du sommet de l'Union africaine. Mais pensez-vous effectivement qu'on pourrait aboutir à quelque chose de palpable, connaissant quand même la mentalité de certains de nos dirigeants? Vous avez un téléauditeur qui est en train de vous suivre et qui m'écrit et dit « La campagne est finie, il faut baisser le niveau. » Oui. Voilà. Non, mais on n'est pas en campagne, il faut dire les vérités. Non, et puis c'est votre ligne. Il faut dire les vérités. Monsieur Moha, allez dans les plantations dans lesquelles les Français occupent les Camerounais. Vous savez combien on paye les gens là-bas? Le plus grave, c'est qu'on vous dit que... Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que ce n'est pas eux qui fixent la loi de la rémunération. Oui. Mais qui était conseiller technique là-bas? Quand on arrêtait ces histoires-là, la grille salariale, c'était qui? Ils ont utilisé vos frères. Aujourd'hui, ils vous disent que c'est vous-même qui avez fixé ces salaires. Oui, on se souvient des champs de canne à sucre. Les gens de bananes, les champs de bananes, de palmeraie, tout ça. Allez voir combien nos frères touchent là-bas. Et même que ce n'est même pas fréquent. En plus, une petite erreur dans le champ, on coupe dans ton salaire. Mais ils sont des esclaves là-bas. Pour des produits qui n'entrent pas dans notre marché. C'est pas fini. On parlait tout à l'heure des mains qu'on coupait. Donc, c'est pas fini. Madame Siké, allons plus loin. Oui. Prenez-moi toutes les compagnies étrangères, particulièrement françaises. Allez, montrez-moi leur siège au Cameroun. Non, ils en ont. Allez voir les bâtiments. Les bâtiments, oui, c'est pour ça qu'on ça ressemble à quoi? Ça n'existe même pas. Ça ressemble à quoi? Et vous croyez que ce sont les gens qui sont venus investir chez vous? Non, pas du tout. Allez voir des milliards qu'ils prennent. Regardez où eux-mêmes ils habitent. C'est-à-dire que où ils ont... Ça veut dire qu'en fait, votre pays ne les intéresse pas. C'est le rapatriement des fonds qui les intéresse. C'est l'enrichissement qui les intéresse sur votre dos.
Et vous êtes là, vous applaudissez. Oh, après, d'autres disent, on n'a pas le travail, on n'a pas le ceci, on n'a pas le cela. Quand tu veux parler, on dit, non, c'est pas la France qui fait qu'on ne construit pas les toilettes. Même la structuration de votre budget, on vous a montré comment le faire. Et puis vous ne parvenez pas à développer, vous croyez que non, c'est bloqué parce qu'il y a 4 personnes à Yaoundé qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Qui aura le courage de changer la constitution? C'est ça qui manque dans ce pays-là. La constitution, oui. Oui, la loi fondamentale. Tout est bloqué à tous les niveaux. On bouche les trous, on fait ceci, et puis derrière on vous dit, oh, ceci a fait que, c'est pas la France qui a fait que, c'est pas l'Union européenne qui a fait que. Voilà. 2014, nous avons fait la grève de faim. 2014, contre les accords de partenariat économique. Et j'avais alerté que quand vous allez signer ces conneries-là, vous allez voir les centres commerciaux, on dit même quoi, un centre commercial. Les centres commerciaux vont fleurir dans le pays, ils vont ramener leurs produits un peu partout. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. N'est-ce pas, les gens disent que c'est le développement? Non, vous vivez ça, vous dites que c'est le développement, non. Tu veux parler à quelqu'un, je m'en vais à Place, c'est-à-dire Carrefour, là-bas, et tout. Tu peux parler à l'autre ici, oh, je suis à Carrefour en train de faire des achats. L'autre, oh, je suis à il y a l'escalator. Ceci, machin, truc. On dit non, c'est la modernisation et tout. Le problème n'est pas là. Oui, on peut bien avoir ça, mais avec les produits qui viennent de chez nous, qui viennent de nos champs. Made in Cameroon. Oui, parce qu'en fait, si on encourage cela... Mais moi, je suis entré dans une station Tradex sans publicité. Quand vous sortez de Douala, à la station Tradex, à la sortie carrément. De la Dibamba. De la Dibamba. Entrez dans la boutique, tous les produits sont made in Cameroun. C'est vrai, c'est vrai. Tous les produits sont made in Cameroun. Chaque fois que je fais cette route, je m'arrête là-bas pour m'approvisionner. Je vous dis, tous les produits... Mais j'étais émerveillé de voir ça. Mais ça mérite quand même un projet. Non, il faut se rapprocher. Oui, allez-y, un public reportage pour encourager cela. Vous avez le feu vert, allez faire un public reportage pour encourager cela. Non, il faut valoriser ce que vous avez. J'étais dans une émission récemment, il y a une jeune dame qui fait des trucs, qui est venue m'offrir des paquets. Je ne sais même plus comment elle s'appelle, la jeune dame. Je vais retrouver, de toutes les façons, je serai constant sur votre plateau, donc je vais ramener ça. Qui fait des trucs et qu'il faut encourager. Donc, il y a du Made in Cameroun qu'il faut encourager. Si nous ne commençons pas à consommer le Made in Cameroun, qui consommera pour nous? Il y a des gens qui me disent, oh, toi, tu aimes trop le couscous. Et puis quoi? C'est bien d'aimer le couscous. Non, mais il y a des gens qui n'aiment pas. Mais c'est bien et ils préfèrent autre chose, ils préfèrent les hamburgers. Non, moi, j'aime le couscous de maïs avec les boutons sauce. Moi, j'aime le couscous de maïs avec les les boutons sauce. Mais combien de personnes peuvent assumer là qu'ils aiment le couscous et le gombo comme moi? Ils aiment le gui comme moi. Ils aiment la sauce jaune comme moi. Combien peuvent te dire que moi, si je vois le héros, entre le héros et le camembert, ou comment vous appelez les histoires là? Mais que vaut le camembert quand le héros chauffe? Mais attends, mais il y a des gens qui ne savent pas. Pas possible ça. Mais vous avez combien de personnes qui assument ça? C'est pas possible. D'abord, ils aiment trop être en veste et cravate, et puis ils vont vous dire que ça va salir. Ça va salir le truc. Et que ça sent fort, ça pue. Oui, c'est ça. Moi, je vais vous dire, je reçois constamment des partenaires qui viennent pour des investissements. Mais quand ils me disent, il n'y a pas de restaurant où on peut aller manger, je les amène manger le dollar. Oui, bien sûr. Je ne veux pas savoir si vous voulez manger autre chose, manger à l'hôtel là-bas. Je sais vous mettre à l'hôtel. Si c'est moi, Matomba, qui vous sort là en route, on va aller manger le gombo à White House. Bon, sans publicité. On va aller manger le dollar à Sawa. Tout est dans le donc, non, c'est sans publicité, vraiment. Donc, on va aller manger ce qui la nourriture camerounaise. Bien sûr. Donc, il faut qu'on arrête avec ces gars qui disent qu'ils viennent vous aider. Je vois mes frères se battre et mes soeurs pour avoir des visas pour partir chez eux. Le plus grave, c'est que maintenant, on a plusieurs écoles qui encouragent les gens à partir. Oh, immigration ceci, immigration cela, immigration ceci. Mais vous allez finir de partir. Quand d'autres vont finir d'entrer, comme on dit, on reproche ceux qui entrent à l'ENAM là. C'est ceux qui restent au pays, non? Quand vous allez revenir, ils seront les sous-préfets, ils seront les préfets, ils seront les gouverneurs, ils seront les présidents. Vous allez dire que hey, j'ai fréquenté avec lui. Mais toi, tu es parti où d'abord? Parce que tu as estimé que c'était dur. Parce que tu as estimé... Non, même comme c'est dur là, on va trouver le moyen de chasser ces gars. On ne peut pas les chasser de dehors. C'est impossible de les chasser de dehors. Ils aiment même quand on part. Parce que quand on part, eux, ils sont à l'aise.
Quand on parle, ils vont dire, oh, c'est les histoires des réseaux sociaux. C'est vrai que ça ne sort pas de là. Ça ne dépasse pas ça. Mais si on est ici sur place, mieux ils nous tuent une fois. On se bat avec eux. Voilà. Hein? Mais vous savez que c'est difficile, non? Parce que c'est lui le patron. Non, Il c'est est pas que c'est lui le 12h30. patron. Donc, s'il il est est arrivé, vous 12h30. arrêtez. Donc, vraiment, il faut savoir. En tout Non, cas, je vais revenir, c'est qui est sûr. Et on va Merci. reparler de ça. Merci. Et puis quand je suis sur votre plateau, je suis pas le patron, hein, madame. en tout cas, merci. Merci, le message est passé. Oui, Oui. on peut le chasser. Oui. Bon, merci, monsieur. Je Vous suis pouvez un partir, vous panéliste. pouvez quitter notre plateau. Voilà, Merci, merci, au je revoir, vais à partir. bientôt. Merci. Alors, merci, Pharaon Antérésis. C'est moi, Merci c'est à toujours un Fonmoira. Merci, merci. Je crois qu'on a, je crois Oui, on que a ça eu- valait la peine ça quand valait même la hein, peine, avec oui. notre invité. Oui. Demain, on se retrouvera. Oui, on reparlera de, On de nos reparlera, chroniques. Hein, bien et sûr. voilà, on reviendra sur le fait que François Bozizé serait à Berthois. Oui, oui. Et qu'il allait on- retirer 35 000 35 000 francs. dans Son, un jeu- Western son Union. Vous êtes neveu, sûr son que c'est neveu, François C'est c'est lui, lui, qui c'est lui lui. envoie ça de Vous êtes sûr Nanterre. que De manière François Et c'est un fréquente. compatriote qu'il a reconnu, Vous êtes il l'a sûr que c'est salué. François Mais bien Bozizé? sûr que oui, c'est Non, François mais ça, il faut Bozizé. garder ça au chaud. Mais je garde ça au Oui. chaud. Il est parti de la Parce que ça, c'est une Guinée-Bissau, actualité. il C'est était ce que là-bas, je t'avais voilà, il envoyé, a je fait te un souviens, détour. là. Waouh. Voilà, donc François Bozizé qui va allait retirer retirer 35 000 francs. 35 000 francs. 35 000 francs, Oui, c'est 35 000 ça. francs à Berthois. La C'est pas chute son d'un homme sosie. n'est pas la Non, ce n'est fin pas de son sa vie. sosie. Non, pas du tout, c'est pas son sosie. Oui, mais vous savez très bien, Dame Sikédoubé. Vous savez qu'il y a un sosie que de c'est Paul le chemin. du chef de l'État, non? Oui, mais oui. Quand vous le voyez, pensez que c'est le chef de Mais l'État. vous Vous savez savez très bien, qu'il vous y savez a très une bien. vie, il y a une vie après la présidence. présidence. Et Voilà. ça, c'est ce que plusieurs de nos Oui, mais chefs... quand même, Oui, le mais 35 000 tout-puissant, quand même, le à président Berthois, François Bozizé, à 35 000 francs retirés, 35 000 Pourquoi pas? À Berthois. Pourquoi pas? Vous croyez que Mais- si quelqu'un n'a pas bien Vous travaillé savez étant quand président, c'est- vous croyez Ah. qu'il s'attend à quoi Ça, c'est après? le nœud du problème. Peut-être Si vous qu'il n'a n'avez pas pas- détourné. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas détourné? Ça n'a rien à voir. Peut-être Il peut qu'il n'a avoir pas détourné, détourné. on a aussi détourné. C'est qu'il a détourné. Voilà. Ouais, c'est ça. Bien. Vous savez qu'il y a les voleurs volés, non? Vous savez, hein, On a été il y plus a un bandits problème. que lui. Oui, mais madame, c'est qu'il y a un problème, c'est que les gens, quand ils ont le pouvoir, ils font confiance toujours aux gens bizarres. Pas aux gens qui méritent la confiance. Et les gens bizarres, quand vous leur faites confiance, c'est que quand vous n'avez plus le pouvoir, eux aussi deviennent bizarres avec vous. Et donc, vous n'avez que vos larmes aux yeux pour pleurer. Ça arrive presque à tout le monde, madame Siké. J'ai la chance d'avoir des amis qui sont des chefs d'État. Je suis désolé de le dire, j'ai la chance d'avoir ces amis. Et je sais ce qu'ils me disent parfois. Oh Serge, tu vois, j'avais fait confiance à tel. Regarde comment il se comporte aujourd'hui parce que je ne suis plus au pouvoir. Les gens ne sont pas vrais. Les gens sont faux. Les gens ne vous aiment pas. Ils vous aiment parce que vous brillez. Ils aiment ce que vous Ils aiment ce que vous leur apportez. Ouais, à l'instant. Les gens sont des hypocrites. Oui. Ils sont égoïstes. Les gens ne pensent qu'à eux. C'est pour cette raison que quand vous avez l'opportunité de travailler, travaillez bien, de telle sorte que vous ne soyez pas à mesure de vous cacher demain. Que toute personne qui vous voit dise, oui, grâce à lui, on a pu faire ceci. Donc, je ne Toujours peux pas avec le la laisser tête souffrir. haute. Oui. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Parce que vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière des gens. Vous n'avez pas besoin de cacher des choses qui appartiennent à un pays. Demain, vous ne pourrez pas poursuivre ceux qui ont ça. Vous allez dire quoi? Ils ont volé? Non, c'est vous qui avez volé, vous leur avez donné. Vous direz quoi? Donc, il faut travailler de façon juste à ce que quand vous quittez le pouvoir, le pays même dans lequel vous êtes, vous n'avez pas besoin de bouger. La population vous reçoit. Vous pouvez jouir de votre retraite en tant qu'ancien président. C'est le cas de Jerry, feu Jerry Rawlings. Oui. Ils sont très peu en Afrique. Oui, oui. Parce qu'en fait, les gens arrivent au pouvoir, ils s'oublient. D'accord. Ils s'oublient. D'accord. Merci, président Matomba. Non, il n'y a pas de merci qui tienne. C'est pour dire que... C'est pour dire, madame, que ces cas arrivent. Oui. Il faut voir les anciens ministres quand ils quittent les postes. Oui. Comment ils se comportent après. Il faut voir les présidents. Si vous avez la chance d'en rencontrer, vous avez beaucoup de peine pour eux. Mais le problème, c'est que quand tu as un ministre qui est ministre, tu lui dis, monsieur le ministre, on a tel souci, on veut vous rencontrer. Il ne veut même pas savoir si vous existez. Vous pouvez déposer une demande d'audience, il ne veut même pas vous la lire. Parce que vous n'êtes personne, vous n'avez personne.
alors il ne vous considère pas. Mais il oublie qu'il y a demain. Demain, c'est ce rejeté, c'est cette personne que vous avez rejetée, que vous n'avez pas voulu voir, qui sera en mesure de vous apporter un soutien. Ne méprisez pas les gens parce qu'ils ne sont pas bien habillés, parce qu'ils n'ont pas des noms de famille qui pèsent. Aimez les gens tels qu'ils sont. Apportez-leur leur soutien comme vous le pouvez. C'est pour ça que je fais la politique différemment. C'est pour ça que je ne suis pas compris, et je le sais. Mais je sais que le moment viendra où ils comprendront. Ils comprendront, voilà. Président Matomba. Oui. Ça, nous sommes certains. Et nous allons, on espère d'ailleurs, vous l'avez annoncé, on vous recevra sur les plateaux de For You Radio, For You Media Africa, certainement un peu plus constamment. Alors, Faronan Tezi, merci. C'est moi. Merci à Fon Moira. Dans quelques secondes, ce sera l'édition d'information bilingue. Portez-vous bien, chers auditeurs, téléauditeurs. On se donne rendez-vous demain.